Est-ce que tu veux commencer, introduire cet épisode et nous présenter le film du jour? Oui, From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fan fiction. bonjour, bonsoir, comme vous voulez à tous. Alors attendez, je prends mes petites notes et oui, attention, exceptionnel, aujourd'hui, j'ai pris des notes. Tin, tin, Exactement, tu as tin. bien bossé. Ce soir, on va, discuter, débattre du film The Eternals, Les Éternels pour les francophones. Je crois que c'est The Eternals ou c'est Eternals? Ah écoute, moi je suis Je crois française, qu'il y je a mets un pas Z le devant. The Eternals. Mes mais je profs crois que m'ont c'est bien dit. les Éternels en français, ouais. Ouais, donc ça s'appelle Les Éternels, avec un petit accent comme ça. Ah ouais, non, moi j'abandonne l'accent, je laisse tomber. Et est-ce qu'il faut préciser que c'est un Marvel? Je pense que oui. C'est un Marvel, oui, parce que personne alors c'est un Marvel complètement sous-coté, de mon humble avis. C'est mon humble avis, OK, me sautez pas dessus. Sinon on peut se battre si vous voulez. Bref, c'est un Marvel, pour moi, c'est un des meilleurs. Je sais, c'est très controversé comme, controversé, je sais pas comment on dit ça. Bref, comme avis, je l'ai trouvé très rafraîchissant. Il est pas parfait, parfait, mais c'est un excellent film Marvel et j'aimerais bien que plus de films soient un peu mieux comme celui-là, mais bon, tant pis, on en a qu'un. Il est très sous-coté parce que du coup, je pense que les gens sont vraiment habitués au schéma Marvel, très, très, très héroïque, très super-héros. Non pas que les Éternels ne soient pas très héroïques, mais vraiment je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les 2. Bref, Je suis d'accord, je trouve que le film est beau déjà, sauf les oui costumes, c'est les costumes, c'est une tannée. et ben, Voilà. alors, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un taf derrière, hein. Ouais, mais c'est Mais affreux. oui, Bah, fallait pas se faire chier, hein, parce que franchement, c'est affreux. Je suis désolée de le dire. Après, l'image est belle. on dirait des cosplays, tu sais? Moi, je suis une grande fan, hein, des films Marvel. Je Moi suis aussi, très à l'aise avec ça. très bon Mais public. je trouve qu'il y a une beauté dans ce film-là et par exemple, il y a une différence qui est très nette et qui se ressent dans l'image, c'est que, bon, on n'est pas là pour faire un podcast cinéma, hein, mais quand même, je le souligne, ça se voit que c'est pas tourné dans un entrepôt avec des fonds verts partout. Et ça se voit et c'est assez plaisant. Il y a aussi, mais on va en parler après de toute façon, mine de rien, une belle diversité qui est pas là pour faire joli. Je trouve ça grave cool et tu disais à un moment donné, il est pas trop apprécié parce que c'est pas un Marvel, qu'on a l'habitude de voir et tout. Moi, je vois ça avec mon regard un petit peu politisé et j'ai beaucoup aussi le sentiment que si ce film a été boudé, c'est aussi beaucoup par backlash, antiféministe et anti, idées, tu sais, qui sont charriées un petit peu par le féminisme au sens général. Ouais, mais il est trop woke. Il faut le dire, ce ce film est trop woke pour les spectateurs, je dis pas que tous les spectateurs de Marvel sont comme ça, mais donc qu'est-ce que The Eternals, ou Eternals ou Les Éternels? Bon, choisissez ce que vous voulez. En gros, je suis mauvaise à résumer, mais je vais vous le résumer quand même. Les Éternels, c'est un groupe d'entités cosmiques. Je sais pas trop comment les appeler. Est-ce que ce sont des dieux, des ils sont en dessous des dieux? Peu importe. Ils bossent pour les célestes qui, eux, sont des grosses entités cosmiques aussi, on va dire. On va tous les appeler des entités cosmiques. La meuf, C'est elle plus va dire facile. voilà et en fait, on va vous expliquer comment les célestes font des bébés. Mmh. Pour qu'un céleste puisse, naître, en gros, ils implantent c'est pas une connerie en plus. Ils l'implantent dans une planète et en fait, pour qu'il puisse, naître, et après créer, des étoiles, une galaxie et tout le bordel, il va absorber en fait l'énergie de cette planète. Donc, quelle est la mission des Éternels dans ce petit schéma? C'est que de faire en sorte que, bah, cette planète, elle soit, très riche, très, florissante en entités. Alors j'allais pas dire humains parce que, bah, il y a pas forcément que des humains sur des planètes, on ne sait pas sur quelle planète. Enfin bref, il faut qu'il y ait de la vie, en abondance pour que le céleste, en fait, au moment où il fasse, ce qu'on appelle l'émergence, il absorbe un maximum d'énergie et paf! Et donc à un moment donc en fait, il y a voilà, les éternels font en sorte, que la vie soit très florissante sur cette planète. Ils butent des déviants parce que il y a des déviants. Les déviants, c'est des gros méchants. C'est pour ça qu'ils s'appellent des déviants, mmh. C'est le petit, reminder, de la part de Marvel parce qu'il faut bien séparer les méchants des gentils. Bah, bien sûr. Ils sont Donc moches. c'est voilà et donc les Éternels doivent, éliminer, tout en laissant quand même un peu, je sais pas, les habitants de la planète, se démerder un peu tout seuls, mais contre les déviants, de toute façon, ils peuvent rien faire, les habitants de la planète. C'est C'est les ça. Éternels qui s'en occupent, voilà, bref C'est et ça et on donc comprendra après,
dans le film, à quoi servent ces déviants, qu'est-ce qu'ils foutent là, et cetera, et cetera. Voilà et donc là, il s'avère qu'ils ont implanté, un céleste dans la planète Terre et Pas de bol. donc voilà et donc il y a 7 000 ans de ça, commencement, les Éternels, ils arrivent et ils sont là en mode, «Bon, bah, on va vous débarrasser des déviants parce qu'il y a des déviants» et donc ils font leur taf, tout au long de l'histoire de l'humanité et on apprendra que certains Éternels ont eu un rôle dans l'histoire de la planète Terre, notamment parce que, les Éternels, ils sont divisés en 2 groupes. Je sais plus combien ils sont parce que j'ai pas tout à fait révisé, je sais pas compter, mais ils sont 8 si je dis pas de conneries. Cersei, Tenna, Macaris, Vas-y, Pryce, vas-y. Vas-y, Caris, piège. Phastos, Kingos? Gilgamesh, Gilgamesh, Druig, Kingo et Ajax. Jacques. Ajax. Ça fait 10. Ouais, on peut rentrer dans le Représentation détail des persos. des persos du coup. Ou comme Allez. ça, là, on peut les accompagner avec leurs pouvoirs respectifs. Bah, déjà, le perso principal du film, finalement, c'est une femme, c'est Cersei. Alors, je sais pas comment tu le prononces, mais en français, dans le film, ils disent, Cersei. Cersei, alors il y a en VO, moi j'ai regardé en VO, ils disent Cersei et dans certaines VF, ils disent Circé, comme la Ouais. sorcière. Alors Ah, ils expliquent parce que son personnage est inspiré de Circé. j'imagine que quand ils ont fait les comics, ils se sont inspirés de la mythologie et de plusieurs mythologies parce qu'il y a certains Exactement. qui ont alors peut-être tous, mais mes connaissances sont pas assez vastes, en mythologie, de tous les panthéons possibles pour vous dire, qui est qui. Mais en tout cas, il y en a plusieurs, dont les noms sont inspirés de, personnages mythologiques et en fait, dans le film, pour plusieurs de ils expliquent que, ces personnages mythologiques étaient inspirés, des Éternels, Ouais, c'est vrai. via, les histoires que raconte, Sprite. Parce que du coup elle, Yael Alors, en VF, j'ai regardé le film en VF, moi je regarde quasiment tous mes films en VF. Sprite est 100 genré au féminin. alors oui, en VO aussi je crois. Ouais, en VO aussi. Alors peut-être que dans le comics, Sprite c'est un personnage, non binaire. En fait, je pense que dans le film, j'ai l'impression qu'elle en a fait volontairement une femme pour justement, son background. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnages, qui ont été féminisés dans le film. C'est le cas de Ajak et c'est le cas de Makari et du coup de Sprite. Je viens de regarder, parce que j'ai pas fait mes devoirs avant Ah. et Oh! Oh! non, mais en fait, moi, tu vois, moi, je suis assez, je suis assez, je me prends pas la tête pour ce qui est des pronoms, des gens. Je me fie à la façon dont ils se genrent eux-mêmes systématiquement et dans le film en VF, c'est vrai que non seulement elle est genrée par ses, collègues, au féminin, mais en plus, quand elle parle d'elle-même, elle utilise des terminologies qui sont systématiquement féminines. Elle switche pas, tu vois? Donc c'est pour ça que je la genre au féminin. Bah, du coup, dans la VO, je le savais pas, mais d'après ce que tu me dis, elle est aussi genrée au féminin, d'où le fait que je dise «elle». En revanche, peut-être que ce qui peut poser la question, nous poser la question, c'est qu'effectivement, dans le comics, il semble que de temps en temps, Sprite soit représenté comme homme et ensuite comme femme. Du coup, on repart sur la présentation, donc on était parti donc sur Cersei, heu Ouais. son pouvoir. Si on parle, purement pouvoir, elle, c'est la transmutation et l'altération de la structure moléculaire de la matière. Waouh, waouh, Waouh! waouh! Ça, c'est classe. Elle est un peu classe et en fait, elle, en gros, moi, ce que j'ai noté, c'est que, elle a un énorme pouvoir empathique. Elle absorbe tout. Elle absorbe tout et elle, on sent qu'elle s'est beaucoup attachée aux humains et au point de vivre avec eux, de travailler, ce qui est complètement con. Personnellement, si j'étais une déesse, je pense pas que j'irais vivre au milieu des humains, mais bon, chacun son truc. C'est dire l'empathie qu'elle a quand même. Et donc elle en fait elle a carrément un job. Alors je sais pas comment ils font, peut-être comme les vampires dans Twilight, de changer de quartier tous les 5 ans pour éviter d'éveiller les soupçons puisqu'ils ne vieillissent pas. Mais Oui, bah, c'est un peu ça, à un moment donné, la question se pose avec Kingo, où lui, sa méthode, c'est un peu de déménager, mais surtout de dire que, tu sais, c'est le grand-père, le père, le fils et oui, cetera, tu vois? Et Sprite, elle, du coup, elle déménage plutôt à chaque fois.
Elle déménage et il faut savoir que Sprite, du coup, a un pouvoir de projection, d'illusion et pour certaines situations, Sprite, en fait, heu, crée une illusion, d'un autre corps, d'une autre apparence, en fait. Se donne une apparence d'adulte et ça, on Ouais, le voit exactement, en fait, dans elle peut générer, ouais, Elle voit en boîte elle peut et générer des illusions, donc effectivement, transposer une illusion sur son propre corps, sur les corps des autres, mais également dans l'espace. voilà, c'est un pouvoir incroyable. Autre personnage, féminin, Théna, Théna. Ah, cœur sur elle, c'est une guerrière pure et dure, vraiment. Elle génère des armes, alors plutôt des armes, blanches, pas des armes à feu, ce que j'entends. des armes très tranchantes. Ouais, des armes tranchantes, ou boucliers aussi, des hallebardes, des coutilles, des épées, tout un tas de couteaux, de trucs, waouh! C'est C'est magnifique. leur chevalier. Par contre, alors gros spoiler, mais de toute façon, vous avez l'habitude, hein, il faut savoir que, comme à chaque fois que On le les dira Célestes après, ont oh! on le dira après, Oh! on le Pourquoi dira tu m'as après. coupé? Bon, on passe à un autre personnage, féminin, Ajax et non pas Ajax. Ajax, Moser. Oh vraiment, Madre, Salma Hayek, Ajax. C'est Marie, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est l'effet qu'elle m'a fait et je l'avais même pas mis, c'est exactement ça. C'est l'illustration de la sainte Marie et même, du coup, elle en est un peu creuse. Enfin, après, elle est juste là pour les accompagner, tu vois? Elle est pas là pour être un des personnages principal, finalement. Non, Mais, en fait, elle prend soin de tout le monde, peu importe ce qu'on lui fait subir, et même finalement, on verra après, mais elle prend soin des humains, tu vois? Et je l'avais pas mise dans mon listing parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle fait, quoi. Voilà. mais alors, il faut savoir que du coup, Ajax est donc alors déjà, c'est un personnage masculin dans les comics. Ajax, c'est le leader, c'est la leader, des Éternels, n'en déplaise à Ikaris, et du coup, c'est vraiment la maman du groupe, hein. Pour le coup, faut le dire, hein, c'est la maman du groupe et c'est elle qui est la porte-parole des Célestes parce que les Célestes, en fait, ils parlent pas à n'importe qui, OK? Ils se mélangent pas avec le petit peuple et donc ils se mélangent pas non plus avec tous les Éternels. Donc en fait, ils donnent leurs ordres qu'à une seule personne, c'est Ajax, qui est le porte-parole donc des Célestes, auprès des Éternels et pour leur mission et elle peut soigner, elle a un pouvoir de soin. C'est vrai. Ouais, voilà et c'est vraiment la maman, hein. C'est vraiment la maman, elle est là pour faire la médiatrice, c'est le leader, la médiatrice, elle apaise, vraiment il y a c'est une maman. C'est 100% une maman. C'est exactement ça. Et ensuite, on a le dernier personnage, féminin, Macari. Macari, Macari, incroyable, c'est une speedster. Bon, elle va vite, elle va très vite. Il faut savoir que c'est aussi un personnage masculin dans les comics. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est que c'est le meilleur perso et attention, précision s'il en faut, Lauren Ridloff, j'ai bien prononcé, oui, son nom, est une, personne sourde et ils ont intégré, son handicap, dans le film d'une manière assez Bah, que le handicap de l'actrice, il a été placé, comme étant une caractéristique comme une autre. C'est ni, ça sert pas particulièrement le scénario, ça le dessert pas non plus, c'est nickel. voilà. Et bah, si tu veux bien, on va enquiller sur le déroulé du film Vas-y, anquille, c'est ton et tour. on va essayer de rien omettre d'important, mais de pas non plus s'attarder sur des détails, voilà. Et de toute façon, à la fin, on repassera, hein, sur les personnages. Se refaire un petit débrief. Alors bon, le film débute, moi j'ai pas lu, mais par un petit texte, mais je crois que ça explique un petit peu ce que toi tu nous as expliqué au début avec les Oui. célestes, les éternels, les déviants. Au début, le texte, c'était pour, juste pour expliquer, que, les Éternels étaient venus, protéger, l'humanité, des déviants, afin que la croissance, du céleste qui a été implanté au cœur de la terre, puisse se dérouler, sous les meilleurs, auspices, c'est ça qu'on dit? Ça, Ah exactement, sous voilà, les je meilleures sais. conditions. Voilà. Donc leur vaisseau spatial, le Domo, arrive dans le système solaire et c'est là où on découvre l'équipe, de Ajak et de ces petits éternels qui sont à bord et en fait, ils atterrissent sur Terre en Mésopotamie, 5000 ans avant JC Yes. et ils atterrissent notamment pour combattre les déviants qui sont venus attaquer un village et on se rend compte immédiatement que Cersei, en fait, elle est un peu à la tête de l'équipe
C'est elle qui prend les initiatives, c'est elle qui va au contact du peuple, qu'ils ont sauvé. Malgré le fait que ce soit quand même Ajak la patronne, on sent que Cersei, elle est un petit peu formée à reprendre le flambeau. Elle est formée à reprendre le flambeau et je pense que, en fait, c'est vraiment son côté empathique qui fait que de toute façon, autant, Ajak, est leader des Éternels et parce qu'elle est porte-parole, en fait, des ordres, des Célestes, mais en fait, Cersei, elle est porte-parole, des Éternels via les humains de par son empathie. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il faut savoir aussi pendant le film, on passe notre temps à faire des allers-retours, des flashbacks et tout. Donc il faut suivre un petit peu. Là, ensuite, on enquille immédiatement sur une période un peu plus moderne. On est à Londres de nos jours. De nos jours. On redécouvre, Cersei habillée en habit de ville, qui a pas pris une ride Mais et en fait, elle se retrouve, alors visiblement elle est prof, pas ouais, compris des profs à plus l'université, précisément, ouais. mais elle a l'air prof à l'université. Elle a l'air d'enseigner un truc en rapport avec l'histoire. Elle se retrouve dans une classe, donc on se rend compte qu'elle est en couple avec un être humain, que je vais appeler Jon Snow, hein. Je suis incapable de lui donner Ah, un c'est autre nom. Kit! Voilà. Non, il s'appelle Dane et il a une importance dans l'univers Marvel, Bah non, mais parce qu'il y Marvel aura a pas de décidé de chier dessus. voilà, donc ça va pas faire de mal si je l'appelle Jon Snow. Bref, elle donne une petite leçon à ses étudiants sur, les super prédateurs, qui s'appellerions Mmh. éventuellement les déviants. Ou peut-être pas, peut-être que le prédateur n'est pas forcément celui qu'on croit, bref. OK. Et donc on a un aperçu de son pouvoir puisqu'il y a un tremblement de terre qui se produit et elle sauve une élève en faisant un petit tour de magie. Il y a une énorme pierre qui va pour lui tomber dessus et bim, Ah oui. badaboum, elle la transforme en sable. Quelle folie! Et donc ensuite, on fait la rencontre de Sprite, vu qu'elle est à une petite soirée avec, Jon Snow et Sprite. Je sais pas trop, ils font la fête, ils s'amusent et cetera. Ouais, ils sont dans un bar. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a une petite discussion avec Jon Snow où on comprend que finalement il est plutôt au courant de qui elle est, même si elle lui a rien dit. Et on se rend compte qu'il y a un petit souci, enfin que Sprite a un petit souci visiblement de comment dire? D'intégration. Ouais, d'intégration et puis d'image de soi. Donc elle Mmh. s'est, comme tu disais tout à l'heure, elle a utilisé une illusion pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et surtout pour avoir l'air un petit peu plus âgée que ce qu'elle est réellement. Parce que Sprite, elle a l'aspect d'une enfant, quasiment, d'une Sauf jeune qu'elle a, adolescente, quoi. 8000 ans, quoi, Ouais, voilà, à peu près, minimum. exactement et on sent que déjà, on sent, je trouve, dans cette scène qu'elle en souffre de la situation. Voilà, elle en Ah beh, souffre, bah, déjà le fait d'avoir à se transformer, à faire illusion pour s'intégrer à la société, enfin c'est déjà une grosse forme, oui, de souffrance, en fait. Elle est mmh, obligée d'altérer son image pour pouvoir, s'intégrer ouais, ce qui est et hyper on se rend compte triste. qu'elle doit faire ça depuis des milliers d'années. Ouais, c'est d'une tristesse et en fait, elle a intégré un peu aussi certains codes, qui sont très humains, qui sont pas du tout naturels et j'ai l'impression elle lie beaucoup son, comment dire? Bah, son amour-propre à l'amour que peuvent lui porter les hommes. Pas les hommes, les humains, mais les hommes, les garçons et elle recherche toujours en fait, cette espèce d'affection, cette espèce d'amour, cette espèce de flirt, ce qui la fait souffrir, terriblement parce qu'en fait, quand elle recherche ce flirt, elle est pas elle-même. Et du Mmh. coup, ben, ils peuvent pas lui rendre une belle image d'elle et tout. Enfin, il y a une souffrance, qui est très, 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 très humaine, je trouve, dans ce personnage. Donc rapidement, ils quittent le bar pour rentrer chez eux tous les 3. Il y a une énorme bestiole qui sort de l'eau, donc on comprend que c'est un déviant vu qu'on en avait vu avant. Il est quand même particulièrement gros celui-là, hein, de mémoire. Il est gros et en plus, et ben, il s'avère que les déviants ont évolué. Oui, il arrive à s'auto-soigner, Et oui, ce qu'il faisait on pas vous avant. expliquera plus tard pourquoi et comment surtout. Donc bon, ils se battent, Cersei essaye de s'en débarrasser, mais ça marche pas très bien. Encore une fois parce qu'elle ne fait pas partie des Éternels offensifs, soyons Exactement. clairs. Elle pourrait, mais elle s'y refuse. Cersei refuse de donner la mort, en fait, même à ses ennemis. Mais encore une fois, c'est son hyper empathie qui la guide en fait dans pas mal de décisions et dans la quasi-totalité du film en fait et c'est ça en fait qui fait sa qualité, c'est son empathie. Exactement, donc bref, on a une petite aperçu de leur pouvoir à chacune parce que Sprite, de son côté, elle fait apparaître, en fait, des clones un petit peu partout pour essayer de distraire la bestiole
qui sait plus trop, à qui s'en prendre. Bon, ça marche pas longtemps, mais il y a l'ex-petit copain de Cersei qui débarque, qui est ni plus ni moins que Superman, qui s'appelle Icaris. Icarus! Il vole, il est très fort et il a des yeux laser, voilà. C'est Robb Stark. C'est exactement, c'est Robb Stark, le frère de Jon, mais ils sont pas frères du tout, hein, dans le film. Non. Ils sont plutôt, ennemis, du coup. Ils veulent la même meuf. Ceci dit, spoiler alerte, mais dans la série non plus, ils sont pas frères. Ouais, si, Non. c'est ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, carrément, carrément. Putain, 2 spoils en un. Bim! Bam bam! Eh, moi, on perd plus de temps maintenant. Bon, Icaris, il en a quand même sous le pied, hein, il arrive à se défendre pas mal, mais comme la bestiole se régénère sans cesse, il arrive pas à la buter, donc elle se tire et puis, bon, bah, ils se retrouvent ensemble. C'est un peu gênant parce que Icaris était le mec de Cersei pendant genre 4000 ans. Alors non, 5000. Ah voilà, depuis qu'ils sont arrivés sur Terre. Oui, c'est vrai en plus parce on les voit se galocher. Donc ça Ah fait ouais. quand même un ex, de longue durée, quoi. J'étais en train j'ai eu une vision et je me suis dit: «Waouh, ça donne pas du tout envie». Heu, Exactement. Bref, il semble y avoir un petit problème sur Terre parce que le tremblement de terre que Cersei, elle a ressenti au début du film là, il s'est produit à plusieurs endroits. Plus ça, plus le déviant qui s'est pointé en plein milieu de Londres, je vais y arriver. Ils commencent tous à se faire un peu dessus. Donc ils se disent: «Bon, on va peut-être réunir la team, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander son avis à Jaqen», parce que Jaqen, elle sait tout. Elle est en lien avec Arishem, qui est ni plus ni moins que Dieu, hein, si j'ai bien compris. ouais, ouais, c'est le Céleste, en chef. Oui, voilà, exactement et donc en fait, Ajak pourra leur dire un peu ce qui se passe et comment régler la situation. Et bim! Comme à chaque fois dans ce film, flashback. Il y a toujours des flashbacks dans ce film, toujours, Ouais, non-stop. mais moi j'aime bien. Non, mais il passe bien, ça va, ça rythme un peu le truc. Après en plus, enfin les flashbacks ils sont moi j'aime beaucoup les scènes, surtout que c'est la scène où ils se battent, aux portes de Babylone, tu vois? Exactement, exactement, ils sont à Babylone en Incroyable. 575 avant JC. Ils se battent contre plusieurs déviants, et en plus la scène est belle comme tu disais effectivement parce qu'il y a vraiment ils ont coordonné leurs pouvoirs les uns avec les autres. C'est Mmh. assez sympa. Ah les chorégraphies de combat sont assez incroyables. Littéralement, Angelina Jolie qui joue Téna, c'est une ballerine. C'est magnifique. Enfin je c'est Elle est sublime et c'est aussi une scène qui va nous permettre de les présenter un à un. Parce que déjà, bah, on voit Ajak et Arishem. On voit un petit peu quelles sont leurs relations, hein. Arishem, c'est un être céleste, il est immense, en fait, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer, et Ajak, son job, c'est en gros, bah, de respecter, ses décisions à lui et de lui faire des rapports sur ce qui se passe sur Terre. Il y a un petit échange entre eux qui laisse supposer que déjà il y a anguille sous roche parce qu'elle lui dit un truc du style: «Oh là là, j'ai des regrets, hein, de ce qu'on compte faire, ça me plaît pas du tout cette histoire» et cetera. Mais elle en dit pas plus. Ça nous servira plus tard, bien évidemment. toujours. Et donc, en fait, petit à petit vient la présentation des personnages. Donc on découvre d'abord Phastos qui crée, le moteur à vapeur pour aider les hommes, mais en discutant entre eux, ils se rendent compte que c'est un petit peu trop tôt pour l'être humain, donc on va simplement leur filer la charrue, c'est déjà pas mal. On voit Sprite de son côté qui, comme tu le disais au début, utilise en fait ses illusions pour créer des histoires et du coup générer des légendes. Là, Mmh. elle parle de Gilgamesh et de Kingo, si je dis pas de conneries. Oui. Mais en fait, on se rend compte qu'elle l'a fait pour tous ses petits camarades. On rencontre aussi Téna, dont le seul objectif, c'est d'aller se battre contre des déviants. Vraiment, elle est née pour la bagarre. Ah ouais, elle est incroyable. Macquarie, donc qui est le Flash Gordon, de ce film, qui est sourde et qui a l'air d'être une voleuse assez efficace et qui cherche une tablette d'émeraude. Je suppose que ça a une signification, mais je sais pas à quoi elle correspond cette tablette. J'avoue que j'ai jamais cherché ce que c'était exactement la tablette d'émeraude. Ils parlent de plusieurs à la fin, ils parlent un peu de plusieurs, artefacts parce que plus tard, mais Ouais, je pense que c'en est une. un peu collectionné. Mais du coup, oui, la tablette d'émeraude, ça doit être un truc hyper connu. Ouais, je pense. Enfin, hyper connu, je pense pas parce que si moi je connais pas, c'est que c'est pas non plus un truc, Ah, tu pas une nerd, des alors attends, qui sont inscrits, c'est tout. voilà. Donc non, mais si, mais je pense que quand tu es un nerd un peu de la mythologie Ouais, et des trucs un peu antiques, ça doit te parler, c'est ouais, tout. je pense C'est que c'est juste que plus je l'ai pas. mythologique que marvelien. Mais de toute façon, la plupart des clins d'œil qu'ils font, il y avait vraiment il y a tout c'est raccordé à un lore mythologique plus qu'à un lore Marvel. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, débarque Druig
qui est donc un peu le binôme, de Macquarie, où ils ont l'air de s'entendre très, très bien, plus que bien, on verra après, qui lui a pour pouvoir, la manipulation, si j'ai bien compris, des émotions humaines. Manipulation mentale, tout simplement. Enfin, ouais, ouais, Je croyais que c'était les émotions, mais c'est peut-être la manipulation non, non, mentale, non, ouais. pour moi, c'est de la manipulation mentale. Après, il peut prendre, hein, le contrôle de l'esprit de gens. D'accord. Puis ensuite, donc Hikari, qui est, le Superman, du film, qui est très, très, très dévoué à Arishem, qui est aussi très, très, très amoureux de Cersei et d'ailleurs il l'épouse, quelques années après et pendant la scène du mariage, on se rend compte que déjà Sprite, elle commence un petit peu à mal le vivre. On retourne à nos jours, cette fois aux États-Unis, donc ils sont en train de chercher Ajak et il la trouve plutôt pas en forme vu que visiblement, elle a été mâchouillée par un déviant ou Ah, plusieurs elle est même. morte, hein. Elle est crevée. Et il reste un petit souffle de vie, mais pas pour longtemps. Et en À fait, ce qui est peine de couleur de plutôt rouge. ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un petit passage où Sprite explique que la dernière fois qu'elles se sont parlé, Ajak et elle, en gros, Ajak lui a dit, «Dis donc, tu te souviens de ta copine Cersei? Je crois qu'elle a pas trop la pêche en ce moment, tu devrais aller la voir». Et effectivement, en fait, Sprite explique que quand elle est allée, dire bonjour à Cersei, en gros, à Londres, elle s'est rendue compte que la meuf, elle était au fond du trou et donc elle est restée pour l'aider à aller mieux. Et Ajak, même isolée et pas avec ses petits potes, elle savait qu'il y en avait une qui allait pas bien et que l'autre était en capacité de lui remonter le moral et que les 2 elles feraient un beau binôme et tout. C'est là où c'est un personnage intéressant, c'est que vraiment elle est 100 dévouée au bien-être, des autres, quoi. Wesh, c'est une maman. Et c'est une maman plus plus, hein, pour le coup. Ah, mais non, mais c'est une maman, mais c'est vraiment une maman, enfin, c'est cliché, quoi. C'est Ouais. c'est une ma c'est une maman. Ouais, ouais, bah, C'est elle les a vraiment une protégés, maman avec ouais. un grand M, c'est Exactement, exactement. Donc Cersei se recueille un peu sur son corps et puis il y a une espèce de boule de lumière qui quitte le corps de Ajak pour aller directement dans le corps de Cersei et en fait, on se rend compte que c'est une petite boule qui permet le contact avec Arishem puisque immédiatement elle entre en communication très brève avec le Céleste et il lui dit juste: «Le moment approche» et bim, ça s'arrête. et ouais. Tin tin tin. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique ce qu'est le moment? On le dira après, mais peut-être Oh! Peut-être un rapport avec ce dont on parlait en début du film, qui s'appelle Rio, L'émergence. l'émergence. C'est quand on les célestes, ils arrivent à faire un bébé. Voilà, Mmh mh. exactement. Reflashback, alors ils arrivent, je vais jamais le prononcer sans dire de la merde et je m'en veux d'avance. On débarque en Tenochtitlan, je sais pas comment dire ça, je l'ai écrit, mais en gros, aujourd'hui c'est Mexico, en 1500 après Jésus-Christ. J'ai dit que j'avais des problèmes de prononciation et tu penses que je vais t'aider sur ce truc? Voilà, je dirais juste, l'ancienne Mexico. On arrive à l'ancienne Mexico en 1521 après Jésus-Christ. Pendant le siège de la ville, les Aztèques, si je dis pas de bêtises encore une fois, sont attaqués par les Espagnols et donc de nouveau, on les voit se battre, on les voit un petit peu coordonner leurs forces, c'est plutôt joli. Il y a Macquarie qui sauve un gamin, il y a Athéna qui fout la raclée un petit peu à tout le monde parce qu'il y a les Espagnols qui massacrent les Aztèques, avec les déviants autour qui essayent de bouffer tout le monde, donc c'est quand même un beau bordel. Et il faut savoir que, les Éternels n'interviennent pas dans le conflit ils sont là uniquement, pour, buter les déviants. Ils Exactement et interviennent c'est un pas du peu, tout. le 1er gros sujet de discorde entre eux. C'est qu'à ce moment-là, Druig, il veut apaiser les humains pour qu'ils arrêtent de s'entretuer et Ajak lui ordonne formellement de ne pas le faire. Et en gros, ils commencent à se disputer un peu parce que, Druig reproche à Phastos, en gros, de trop les avoir aidés à s'équiper et à cause de lui, ils sont armés et ils se détruisent mutuellement. Tu as oublié un élément Ah bon? assez gros dans cette scène par rapport à Téna. Ah oui, bah, j'allais y venir. Ah pardon. Pardon, pardon, pardon. Non, mais vas-y, 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 hein. Téna, il faut savoir qu'à un moment donné, elle est obligée d'arrêter le combat, pourquoi? Parce qu'elle a un petit souci, elle a la paupière qui tremblote, et ce n'est pas un manque de magnésium. Téna, elle a des flashbacks, d'une vie antérieure, on ne sait pas, pour l'instant, c'est pas très précis et ce qui fait qu'elle se met à attaquer ses congénères au lieu de défendre,
enfin, au lieu de se taper avec les déviants, elle se met à attaquer les congénères parce qu'elle a des flashbacks, qui sont très confus dans sa tête et en fait, elle attaque, Elle ceux attaque ses qui alliés, quoi. En fait, ah oui, voilà, elle attaque tout le monde, elle attaque sans tout le monde. trop de distinction et on comprend pas trop ce qui lui arrive à ce moment-là. Juste que visiblement, c'est pas la première fois que ça le fait. Ajak arrive pas à la soigner, elle arrive pas à l'arrêter. C'est Gilgamesh qui intervient, en fait, en l'assommant un bon coup. Gilgamesh que j'aime énormément. C'est vrai, hein. C'est pas ouf par contre en termes de violences faites aux femmes, mais il va se rattraper après. Ouais, mais oui. Mais après, encore une fois, en termes par contre, je pense que il y a pas de, comment dire? En fait, Téna, c'est la seule femme très guerrière, donc là, l'urgence, c'est de l'assommer. Donc c'est vrai que le message est pas terrible, mais l'urgence, c'est de l'assommer et technique enfin, il y a personne d'autre à part Gilgamesh qui peut lui en coller une sans, Sans qui parce que mourir. en non, mais ça reste une déesse et donc c'est pas juste un petit coup, derrière la tête qu'il faut lui faire, enfin c'est faut Oui, non taper mais fort, en fait. non mais Donc on est voilà. d'accord. C'est vrai que le message est pas ouf, mais disons que de toute façon là, au vu des personnages qu'on avait sous la main, il y a pas d'autre choix que d'utiliser Gilgamesh. Gilgamesh et elle, on y reviendra après. Il y a rien qui indique qu'ils sont en couple, mais leur binôme, leur duo, est très beau. Vraiment, Il y a c'est quelque et chose de c'est et alors c'est moi je trouve que c'est ça qui est très bien, c'est que, ils ont une très belle relation et et on n'est pas obligé d'avoir, forcément une relation amoureuse, en fait. exactement. En fait, on a déjà leur intimité, je trouve. On n'a pas besoin de Oui, savoir à quel degré, on s'ils s'en fout. s'aiment, s'ils sont amoureux, mais quel genre d'amour est-ce Ils qu'ils ont s'aiment, ouais, c'est ouais. sûr. Ils s'aiment. Ouais, cette Il y relation a est vraiment énormément incroyable. d'amour, elle est incroyable cette relation. Il y a énormément d'amour et on s'en fout du reste. On veut pas Exactement. savoir, s'ils couchent ensemble ou pas. On s'en fout. Ça sert à rien, en plus ça amènera à rien Ouais, de c'est clair. Non, non, mais j'aime beaucoup leur relation. et c'est pour ça, moi je franchement elle est incroyable. Donc bref, donc voilà, donc notre chère Téna, elle a un gros souci, Gros souci, un souci de santé. ah Ajak explique à bon. l'équipe qu'en fait, elle est effectivement malade et que pour la soigner, il y a une seule solution, c'est retirer tous ses souvenirs pour en fait faire un reset et une fois que sa mémoire sera de nouveau vide, il y aura plus de problème et tout se passera bien. Sauf que, ben, Téna lui dit que sans souvenir, elle est plus elle-même, qu'elle est pas du tout d'accord et en gros, à ce moment-là, quelque part, il se passe quelque chose parce qu'il y avait déjà le conflit avec Druig qui comprend pas qu'on l'interdise d'intervenir quand les humains s'entretuent. Il pose le mot génocide en plus, je trouve ça intéressant dans un film américain comme ça, grand public hollywoodien. Le fait qu'il pose le mot génocide en disant: «Dis donc, on assiste à des génocides, on fait rien». Je trouve que c'est hyper puissant. Reprocher à Phastos en fait, ben, de les aider via, des technologies destructrices. Là, maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, Ajak, elle a pas trop de difficultés à leur dire: «Mais moi, je vais supprimer toute ta mémoire, t'inquiète pas». Donc bref, il y a toutes sortes Ça commence de à faire beaucoup un peu, hein? ouais, il y a pas mal de conflits comme ça qui naissent, entre eux. Donc c'est d'abord, je crois Druig qui décide de quitter le groupe. Oui. Il fait cesser la guerre. Ouais, Je peux faire un aparté sur, vas-y, vas-y, vas-y. l'acting incroyable de, Barry Keoghan dans cette scène. Il vraiment désolée, mais cette scène est vraiment belle aussi. Enfin tout je vais te dire ça sans arrêt. Mais vraiment, je trouve qu'il a un acting incroyable parce que là, au début, la scène, il explique, un peu son point de vue parce qu'il ressent en fait, il ressent vachement de choses. Puisque enfin, tout le début du film, il est pas trop présenté, enfin, il est assez lointain, assez froid. Enfin, c'est pas froid, mais c'est est un peu détaché du groupe. On sent qu'il est très réservé et du coup, on n'a aucune approche sur ce personnage et là, en fait, je trouve que, bah, là, il se dévoile totalement sur cette scène. Il se met à pleurer et en gros, il leur explique que, ben, je suis pas bonne en maths, mais ça fait 6 000 ans qu'il ressent, toutes les putains d'émotions de tous les peuples, qu'il croise, que, bah, on laisse faire, comme il le dit, des génocides et qu'il ressent tout ça et que putain, mais laissez-le intervenir et il se met à pleurer et tout et franchement, mais enfin voilà, cette scène, elle est assez incroyable parce que face à ça et ben, on a une Aja qui reste, droite dans ses bottes dans la mission que le Céleste lui a donnée et du coup, enfin, elle est presque stoïque. Tu sens qu'elle a un peu de elle essaye un peu de, comment dire? De ménager un peu le truc, mais elle reste quand même droite dans ses bottes en disant: «Bah, écoute, ton empathie, je comprends, mais en même temps, on a une mission» et en gros, elle fait passer
elle fait passer la mission avant le bien de ses petits poussins là et ouais, c'est assez fort, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et donc c'est le premier à quitter le groupe et ensuite, Gilgamesh, prend Téna avec lui parce qu'il a compris qu'elle refusait de toute façon qu'on lui retire ses souvenirs et en gros, il leur dit: «Beh, moi, je vais partir avec elle, je vais m'occuper d'elle, vous inquiétez pas, c'est moi qui vais gérer». Je l'aime tellement ce personnage, c'est incroyable. En gros L'acteur aussi est incroyable. ouais, ouais, c'est clair et en gros, Ajak, dit aux autres, «Bah, en fait, les gars, là, on a buté les derniers déviants. La Terre a franchement plus besoin de nous. Elle va se démerder toute seule à partir de maintenant. Il faut juste attendre que l'humanité fasse son taf. Partez, genre allez faire votre vie». Donc finalement, tout le monde se barre. Juste avant, on sent quand même une petite pointe de compétition entre Ikaris et Ajak où, à ce moment-là, Ikaris lui dit en gros: «Mais, ma grande, ça marche pas comme ça. Je pense qu'il faut que tu demandes à Arishem d'abord s'il est d'accord pour qu'on se sépare». Et en gros, à Jacques, elle lui dit: «Mais moi, je prends mes décisions toute seule. Donc, Ta barrez-vous». gueule, ta gueule, je fais ce que je veux. Si, il y a quand même quelque chose je crois que c'est dans cette scène-là quand même que, il réalise, d'ailleurs ça doit être Druig qui le dit, je crois, qu'il réalise qu'en fait, ils sont là pour buter les déviants, mais en fait, c'est pas dans une c'est dans une mesure de protection de l'humanité, mais, c'est dans une mesure aussi pour en fait, laisser l'humanité croître un maximum pour que, en gros, le céleste qui est en train qui est en gestation au cœur de la Terre se goinfre un maximum et en sorte le plus puissant possible. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils réalisent, hein Oui, c'est possible. et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils disent: «Ben, en fait, là, on est juste en train de laisser croître un truc qui va buter toute l'humanité, pour laquelle on a commencé à avoir pas mal d'empathie». Exactement. Exactement. Ce qui commence à puer la merde. Voilà. Mmh. Bah, ça leur est désagréable un peu, ouais. Un peu, un peu. On rebascule à notre époque, mais cette fois, on arrive à Mumbai. On fait la connaissance de Kingo. Vu que, Cersei, Sprite et Ikaris reforment l'équipe, ils sont d'abord allés récupérer leur collègue, Kingo, qui est un acteur slash danseur slash chanteur, bollywoodien, finalement. Donc Mmh. c'est plutôt une star dans son pays, et il met en scène leurs anciennes aventures dans ses spectacles et tout. C'est un peu le comique du film. Il a un valet qui est aussi assez rigolo. Même si moi j'ai toujours un peu de mal avec le sidekick valet, mais bon, on a un petit côté, Batman et Alfred, quoi. Bref, donc il lui annonce la mort d'Ajak, donc faut que le gars il encaisse un petit peu et comme il est blindé de thunes, ils peuvent repartir tous ensemble dans son avion privé. Yes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte que Cersei s'est tellement intégrée à l'humanité qu'elle en est même à un stade où, elle fait des petits snaps avec des filtres chiens et je sais pas quoi. Ça m'a fait Ouais, non, rigoler. Cersei, elle est, on n'a pas précisé un truc, enfin, ça tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Parce que là, dans leurs habits ils ont des couleurs attribuées à chacun et dans leurs habits modernes, chacun garde sa palette de couleurs. C'est vrai et Cersei, c'est le vert et pendant le trajet, Kingo échange un petit peu avec Sprite et on se rend compte qu'en fait, ils étaient tous les 2 avant, en Macédoine et ils ont fait une bonne partie de leur vie tous les 2. Et au bout d'un moment, Kingo a abandonné Sprite parce qu'en fait, il était fatigué de devoir déménager systématiquement à cause de son physique, en fait. Comme elle vieillissait pas du tout, mais qu'elle restait vraiment très jeune tout le temps, ça posait énormément de questions, donc il devait, très souvent s'en aller et finalement, bah, il l'a laissée toute seule, voilà et donc vraiment Sprite, elle a Ah bah, elle subit depuis le début, enfin ouais, depuis ouais, tout le ouais, temps. je veux pas faire ma psy de comptoir, de PMU et cetera, mais je pense qu'on est quand même face à l'incarnation de la blessure de l'abandon, quoi. Donc ils arrivent en Australie, pour retrouver Téna et Gilgamesh et ils se retrouvent face à un Deviant que Gilgamesh a éclaté. À buter. Ce qui me fait rire là, c'est que, on assiste au début d'une petite compétition masculine mal placée qui va continuer pendant une bonne partie du film entre Ikaris et Gilgamesh. En fait, parce que Ikaris, il a pas buté son déviant attitré à Londres, alors que Gilgamesh, celui-ci, il l'a buté direct. Voilà, Non mais parce que Gilgamesh de toute façon c'est le meilleur, tout c'est ça. simplement. Donc il était en train, quand ils arrivent, il était en train de préparer à manger pour Téna. Il lui annonce la mort d'Ajak, donc il a un peu de mal à l'encaisser et il leur dit qu'il préfère lui le dire à sa petite camarade parce qu'elle vient de faire une crise, donc elle est déjà pas ouf. On va pas en rajouter des caisses. D'ailleurs, petite précision, j'en profite parce que tu vois, à chaque fois tu dis: «Ils annoncent la mort d'Ajak et tout ça» et Ouais. ils ont du mal à encaisser, enfin ils encaissent. On a des personnages masculins, qui sont présentés, bah, Kingo par exemple, c'est vraiment le ressort comique, le mec
un peu prend tout à la légère et tout. Et là, on lui donne une dimension, encore une fois, assez empathique, assez profonde dès qu'ils annoncent en fait le décès, d'Ajak. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment une empathie, il y a toute une palette d'émotions qu'ils ont. Il en va de même pour Gilgamesh. C'est le gros bras, hein, littéralement, c'est le gros bras, le gros dur, et finalement, il s'effondre littéralement. C'est peut-être un des plus affectés Ouais. quand ils annoncent la mort d'Ajak. Et du coup, j'aime bien aussi le fait qu'ils aient intégré, voilà, c'est pas que des gros bras, c'est les mecs, ils ont le droit de pleurer. On n'est pas sur les blagues, «Oh là là, les héros ont pas le droit de pleurer», comme dans Thor, par exemple. Non, mais le seul en vrai, On se redescend. je trouve que le seul personnage caricatural dans ce film, c'est Ikaris. Et à juste titre. Exactement, mais je suis d'accord, il y a une finesse dans tous ces personnages Mmh. qui est assez douce, qui des fois pince un peu le cœur parce que finalement on se dit: «On aimerait mieux qu'ils ressentent rien», Mmh. mais qui est assez douce. Parce qu'au final, ce sont des êtres préfabriqués, pour, une mission. Oh, elle a spoilé. Oh, Non, la mais bourrique! mais non, bah, là, c'est toi qui as spoilé parce que c'est On le des savait pas avant. non, On le sait mais pas encore qu'ils sont préfabriqués. préfabriqués dans le sens, mais voilà, tu as spoilé. C'est toi qui as spoilé. Tu as spoilé. Je disais préfabriqués dans le sens où c'est des êtres qui sont destinés qu'à une chose, c'est d'accomplir leur mission. Et leur mission qui est de protéger la terre. Et de par cette mission, tu peux te dire, bah, ils ont pas d'autre dimension, en fait. Ils ont pas d'autre dimension que mission, 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 tuer des viands, enfin. Et là, vraiment, on leur apporte des couches d'émotions, de profondeur, de finalement, on en explique peu sur leur passé, à juste titre, mais maintenant qu'on a spoilé, voilà. Et au final, en une scène ou 2 scènes ou quelques secondes, on arrive à leur donner une profondeur comme si on avait déjà, du background, incroyable sur ces personnages. Et je trouve que c'est une écriture très intelligente, voilà. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ensuite, on enquille sur un truc, je rentre pas dans les détails, c'est une petite scène un petit peu sympa où ils prennent tous, le temps de manger ensemble, de rigoler, de chahuter et tout. C'est assez bon enfant, c'est assez rafraîchissant. Et là, coup sur coup, on va apprendre 2 trucs hyper intéressants. Le premier, en fait, c'est Cersei qui sort et qui récupère un peu les dessins que fait Téna lorsqu'elle sort de ses crises. Et en fait, la dernière planète sur laquelle elle était, qui s'appelait Centuricis, on s'en fout, mais bon, c'est comme ça. En fait, Téna a vécu sur cette planète jusqu'à sa totale destruction pour qu'un céleste puisse émerger. Et en fait, ça fait partie du coup des souvenirs qui lui reviennent et qui l'ont traumatisée et qui font qu'aujourd'hui elle a du mal à se contrôler. Et en fait, elle a expliqué plusieurs fois à Gilgamesh que dans ses souvenirs, avant que la planète se retrouve éventrée, il y a des tremblements de terre qui se produisent partout. Et donc Cersei, elle fait le rapprochement avec les tremblements de terre qui ont commencé à se produire sur Terre. Ça, c'est le premier truc un petit peu important. C'était une petite angoisse là? Oui, exactement. Et immédiatement, donc après, avoir compris ça, elle se retrouve en communication avec Arishem. Elle explique à Arishem que Ajak est mort, que les déviants sont de retour. Et en fait, Arishem lui confirme que bah oui, ma grande, c'est normal. Ça y est, c'est parti là. On y va là. Plus que 7 jours. Exactement. Donc il lui explique ce qui est réellement l'émergence. Elle n'avait pas compris, Cersei, elle sait pas non plus. Bah, parce que, Ajak leur a jamais expliqué. Ajak a un Exactement. petit peu, masqué la Pied dans la vérité. colle, voilà. En fait, tous les milliards d'années, la planète, elle sert de nid à un céleste. Pas la planète, une planète. Oui, une planète. Une fois que cette planète a atteint un certain, degré, niveau d'énergie thermique, le céleste, détruit la planète en venant au monde. Et ici, le céleste qui est au centre de la Terre, c'est Tiamat. Ouais. C'est Tiamat ou non, c'est Tiamat, ouais. Je Je sais sais pas. pas, le céleste quoi, voilà. Timut, ouais, mais moi j'avais noté dans ma tête que ça ressemblait à, le poivre de Timut à la con là, donc ça on va l'appeler comme ça. Talmud, Tiamat, je sais pas. On s'en Ah, fout. je sais pas, peut-être tu as raison, j'en sais rien, je m'en fous, il est pas gentil. Il veut tous nous Non, tuer. bah, bon après peut-être qu'il en a pas conscience, peut-être il est pas Oui, encore, tu sais, je pense qu'il fait pas exprès, bien sûr, c'est un gros bébé. c'est un céleste, au stade du fœtus, tu vois? C'est ça, C'est le c'est un pauvre. féleste. C'est un céleste. Bref, du coup, Arishem, il est quand même sympa, il en profite pour lui faire un petit débrief de tout ce qu'elle savait pas.
Donc en fait, on découvre que la planète d'où ils pensent venir, qui s'appellerait Olympia, elle n'existe pas. En fait, ils ont tous été créés dans des forges. Leurs souvenirs, à chaque fois, en fait, qu'il y a une émergence, on leur retire leurs souvenirs et puis on les stocke dans des boîtes. Visiblement, il y a eu une boulette avec Téna, ou alors elle a peut-être eu trop de souvenirs, ils arrivent plus à la déstocker, j'en sais rien. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu trop de reboots, sur Téna et du coup, en fait, elle a des en gros, ses anciens souvenirs qui sont censés normalement être effacés, s'entrechoquent Ah oui, c'est ça, voilà. et refont surface et il donne un nom à ce truc et à chaque fois, j'oublie et je me suis dit: «Tiens Marine, note-le pour le podcast parce que ça serait bien d'être intelligente et de faire genre, tu vu le film?» Je l'ai vu le film, je vous assure que je l'ai vu plein de fois. Mais je me rappelle plus comment ils appellent ça. Il lui donne un nom, hein. Oui, bon, écoute, c'est pas très grave. Et surtout, on apprend l'utilité des déviants. En fait, à la base, les déviants, ils ont été envoyés sur notre Terre, mais aussi sur les autres, pour éliminer, en fait, les super prédateurs, afin que les formes de vie un peu plus intelligentes puissent évoluer, fortement. Mais en fait, les déviants, ils sont déviants, c'est vraiment pas de bol, et C'est ils clair. ont pas fait le taf correctement parce qu'ils se sont mis à attaquer tout le monde pareil. Donc, les Célestes ont créé les Éternels pour qu'ils viennent buter les déviants qu'ils avaient foutus partout. Voilà. Moi, je suis désolée, hein. Je suis pas du tout ni une céleste, ni un dieu, ni un éternel, ni un super-héros, ni je sais pas quoi. Mais si mon dieu, ou l'un de mes dieux, il se foirait à ce point, j'aurais pas trop foi en lui, hein. Parce que je trouve quand même envoyer des bestioles hyper agressives, mortellement dangereuses, puis te rendre compte qu'en fait elles font pas ce que tu veux, donc créer d'autres bestioles encore plus dangereuses pour aller buter les précédentes en espérant que celle-ci elle fasse ce que tu veux qu'elle fasse, moi, je trouve que c'est un plan qui pue la merde. Bah, la preuve que ça pue la merde parce que Voilà, on est d'accord. Voilà, je suis on va pas personne vous spoiler la fin, mais mais voilà, je suis personne pour juger les créatures du Seigneur, mais enfin, il me semble que les célestes, ils sont pas tant parfaits que ça finalement, hein. Bref, ouais, ils font des expériences qui foirent un peu, hein. voilà. Donc bon, elle fait pas comme à Jacques, elle va prévenir tous ses petits copains, elle va leur expliquer tout ce qu'elle a appris, donc Ah bah, tout poucave, tout le monde. tout le monde est choc-barre, voilà. Mais visiblement, tout le monde a pas les mêmes, pensées. On commence déjà à noter quelques petites dissidences entre ceux qui pensent que: «Vas-y, l'émergence, c'est abusé quand même, c'est un peu tendax», et les autres qui disent: «Bah, quoi, c'est notre travail, hein, c'est normal, on est payé Ouais, pour ça». ouais, il y en a qui sont un peu trop consciencieux au travail, hein. Je Exactement, vois ceux qui votent à droite, hein. on est d'accord, et en gros, Gilgamesh dit: «Écoutez, on n'a pas trop envie que l'émergence arrive, donc ce qu'on peut faire, c'est que, je vous rappelle, on a un druide, donc à la limite, il se démerde avec le céleste et puis il le fout en pause. Voilà, et comme Alors, ça, pousse, je t'écoute». il explique ça parce qu'à un moment donné, quand il a emmené Téna, il a dit qu'il s'en occupait et ils lui disent: «Ouais, mais comment tu fais? Enfin, tu peux pas tout le temps t'en occuper, Téna?» Et il a dit: «Ben non, mais un jour, j'ai voulu prendre des vacances et j'ai demandé à Druig de l'endormir». Ah, c'est vrai, putain, ça, c'est pas bien, faut pas le faire, hein. Leur choix se porte sur Druig parce que, Druig a quand même le pouvoir d'endormir une éternelle donc bon, après tout, un céleste, ça doit bien pouvoir se faire. On est d'accord. Donc ils vont chercher Druig qui est resté en Amazonie. Il arrive dans son petit village. Bon, activité que je trouve personnellement pas très saine, c'est que visiblement, il a pris l'habitude de contrôler tous les habitants du village. Donc en fait, il parle à ses camarades via la bouche des villageois. Alors, il les contrôle pas, je pense qu'il prend le contrôle parce qu'il a senti que le petit villageois là, il avait croisé enfin des gens. Ben, moi, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que tu prends tes désirs pour des réalités. Ah bon? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il les contrôle un peu trop, assidûment, voilà. Je sais pas, après je pense que c'est parce que, je pense que oui, oui, il les contrôle. Alors assidûment, oui, parce que je pense qu'il a peur en fait que ça se il doit se dire que, je fais de la psychologie de comptoir pour défendre Druig, OK? Il doit se dire qu'en faisant ça, il les protège en fait. Il les protège de tout ce qui peut être mauvais dans l'humanité. Oui, ça, je pense. Je pense effectivement. Dans la foulée, on assiste à une scène assez touchante. Moi, j'aime beaucoup de toute façon toutes les scènes où Gilgamesh et Téna, ils sont tous les 2. C'est des scènes que je trouve toujours très intimistes et très douces, très tendres, et en fait, elle est, elle sent qu'il va falloir qu'elle combatte de nouveau, ne Mmh. serait-ce que parce que les déviants sont de retour, mais en fait, elle est terrifiée,
Elle est terrifiée d'une part parce qu'elle est terrifiée d'avoir oublié comment se battre et puis elle est terrifiée parce que d'autre part, elle a peur d'attaquer ses camarades. Parce que la dernière fois qu'ils ont eu des déviants, c'est là qu'elle a eu Exactement. son petit anévrisme. On bascule sur une petite scénette entre Sprite et Kingo. En fait, Kingo, il le sait depuis longtemps, mais il voit que ça lui passe pas. En fait, il se rend compte qu'elle est très amoureuse de Icaris et bon, il est pas très fin parce qu'il la chambre à ce propos, ce qui la met, clairement mal à l'aise, mais on sent quand même qu'il est triste pour elle. Oui, je pense qu'il essaye de faire passer ça sous le couvert d'humour, mais c'est sa façon, en fait, de faire passer la chose. C'est de faire de l'humour. C'est pas très bien amené, mais enfin, c'est pas très bien amené du point de vue, enfin, du coup, c'est pas très bien pris, de la part de Sprite, ce qui est tout à fait légitime, mais c'est pas malveillant, en fait. C'est pas malveillant, je pense, de la part de Kingo. Oui, c'est non, mais je pense aussi, je pense aussi. Et bon, parallèlement à ça, pendant qu'Icaris essaye de récupérer son ex-meuf, il y a un déviant ailé qui débarque pour les attaquer, donc Cette il scène, s'est embarqué. excuse-moi, mais vraiment, il le il a il arrive et il prend Icaris et «Salut!» Ouf. Et dans la foulée, en fait, il y a d'autres, déviants qui débarquent un peu partout. Donc encore une fois, il y a tout un travail d'équipe qui se met, un peu automatiquement en marche que je trouve assez touchant. Kingo, immédiatement, son premier réflexe, c'est de protéger Cersei et Sprite parce que Kingo, il a un pouvoir offensif. Il se rend compte qu'en fait, ils sont coincés dans une embuscade, donc chacun, se retrouve à se battre contre un déviant, plus ou moins puissant. Ils ont évolué les déviants, donc ils sont assez retors. Une prison, bien solide quoi, bref. Et là arrive un moment un petit peu difficile puisque, Gilgamesh se retrouve à se battre contre un déviant qui voulait s'en prendre à Athéna Et Téna n'arrive pas à et Athéna, bah, se retrouve un peu, de nouveau en pleine crise, donc elle est incapable de se battre, donc Gilgamesh est obligé de l'isoler un peu, de l'ancrer dans le présent, de lui dire qu'il faut qu'elle se rappelle qui elle est, que c'est important et cetera. Et puis, bon, je fais un peu vite, mais en gros, bah, il se retrouve seul face à un énorme déviant et puis il se fait tuer. Ce qui est très triste, voilà, je suis extrêmement putain, déçue. je moi, c'est ça m'a je sais pas combien de fois j'ai vu ce film. Je l'ai vu je sais que C'est je l'ai moche, vu 2 fois au cinéma quand même et après je l'ai revu après, en DVD et vraiment cette scène, c'est moche, ouais. On comprend comment les déviants arrivent à évoluer parce qu'en fait, ils aspirent l'essence de Gilgamesh. Tout en aspirant Gilgamesh, le déviant prend une forme très humanoïde et arrive même à parler. oui, Et en fait, finalement, il dit: «Mais moi les gars, vous m'avez envoyé sur une planète pour me faire massacrer la gueule. Moi, tout ce que je veux, c'est survivre, hein. Moi, je suis pas le méchant de l'histoire, hein. Genre, c'est vous le méchant, hein». c'est d'ailleurs pour ça qu'il les attaque, c'est parce que c'est eux les méchants. Exactement, exactement et bien évidemment, les derniers mots de Gilgamesh avant de rendre l'âme, c'est pour Téna, en lui disant, «Rappelle-toi, tu es Téna, tu es une grande guerrière». Voilà. Pendant ce temps-là, tout le monde se fout plus ou moins sur la gueule. Il y a, il y a Druig de son côté qui se bat aussi contre un déviant, donc j'avoue que la scène est Incroyable. assez jolie, même si il utilise les villageois en bouclier humain, c'est un peu moyen comme méthode. Ouf, ouais! Et en fait, Cersei intervient et elle le sauve en bloquant le déviant sous un arbre. En fait, Cersei, elle veut pas tuer. Même les déviants, elle veut pas les tuer. Donc elle les arrête, elle les emprisonne et tout, mais elle les tue pas. Elle le transforme en arbre. Et il y en a un, à un moment donné, effectivement, personne ne sait trop comment elle se démerde, mais elle arrive à transformer le déviant, en arbre. C'est assez joli, c'est une scène assez incroyable, je trouve. Finalement, elle Après, le tue pas tout c'est à fait, il y a l'arbre énormément reste de clins vivant. d'œil mythologiques quand même, hein. Oui, non, mais c'est clair. Ah oui, oui, ah oui, oui, je pense qu'il y a de quoi faire, je pense, frame par frame, cadre par cadre, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi faire une belle disserte. Non, mais parce que transformer des gens en arbres, en mythologie, c'est un peu un classique, hein. Oui, on est d'accord. On est d'accord. De son côté, Kingo, pareil, il arrive à éliminer, le déviant qui s'en prenait à Sprite, en fait, ils font alliance et puis ils arrivent à s'en débarrasser tous les 2. Ikaris arrive, il finit le boulot, lui vraiment, il arrive à la fin pour dire: «Ah regardez, c'est moi qui ai tout fait, c'est vraiment un scandale». C'est vraiment un homme, c'est vraiment le cliché de l'homme dans toute sa splendeur. Exactement. Mais est-ce que quelqu'un dans l'assemblée, aime Icaris? Levez la main. Personne? Voilà, allez salut, bonne soirée. Et donc Druig, prend connaissance de leur plan et il pense qu'il n'arrivera pas à contrôler, l'esprit d'un céleste. Voilà. Il pense que c'est un peu trop C'est gros pour modeste. lui. Il pense qu'il pourrait prendre le contrôle de toute l'humanité, mais il veut pas le faire parce que quelque part, bon,
Ce qui rend les humains intéressants, c'est aussi leurs défauts, dit-il. Mais par contre, le Céleste, il pense qu'il y arrivera pas. Il joint quand même, il rejoint quand même l'équipe, hein. Ouais, ouais, parce ils se disent: «Bon allez, changement de plan, on va aller voir l'autre grosse tête du groupe». Exactement, Phastos. Donc avant de rencontrer Phastos, chez lui, on a un petit flashback, encore une fois, d'août 1945, Ah, ça va me mettre en colère. Hiroshima, et on voit Phastos. Donc je me permets rapidement une présentation de Phastos, qui est un homme noir homosexuel. Je le dis, c'est pas pour l'essentialiser, c'est parce que je trouve quand même cette représentation assez audacieuse. Donc Phastos est représenté comme étant le responsable de ce qui s'est passé à Hiroshima en août 1945. Tout couvert de: «Oui, c'est parce que, Phastos leur a donné les clés pour évoluer technologiquement et donc c'est de sa faute s'ils ont utilisé mal, ou en tout cas pas de la façon dont Phastos le voudrait, cet accès à la technologie». Or, j'estime que sur je sais pas combien d'années de technologie et de massacres et de tout ce qui vous voulez, on pouvait représenter, l'utilisation d'armes, ou même l'évolution, dans la violence de l'humanité, autrement qu'en foutant la faute de la bombe nucléaire sur le dos d'un homme noir homosexuel. Ah non, mais un scandale. Enfin, franchement, Il y avait 1000 conflits, 1000 génocides, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on est quand même, un peuple qui s'est mis sur la gueule pendant des années, des années, des années. Il y a 1000 autres façons, de montrer que, l'humanité a décidé, d'utiliser sa matière grise pour faire les pires exactions possibles et non, il fallait foutre ça sur, vraiment, ouais, sur, ça me sur le chafe. dos d'une minorité, je trouve ça lamentable. En plus, ce qui est frustrant, c'est que c'est en fait, je pense que c'est plus du fait de Disney que de la réalisatrice, parce que la réalisatrice, j'ai le sentiment qu'elle a un regard extrêmement politisé sur la vie et surtout sur les minorités en général. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper étonnant, ce choix. Donc je pense que c'est pas totalement son Et choix en à plus, elle. alors, pour appuyer ça, je dirais que, quand même la majorité du film est pas très américano-centré. Il y a vachement de diversité, il y a vachement enfin voilà, on se balade un peu partout, il y a pas de, on n'est pas sur le territoire américain, pendant 90 du film et pour autant, là, c'est un gros élément, et enfin, c'est américanisé. Ouais, je Là, trouve je c'est trouve c'est un peu lamentable. Ouais. on nous rebalance ça, mais vraiment dans la gueule et pour moi, ouais, je pense que, c'est pour moi, ouais, c'est pas du fait de la réalisatrice. Vraiment, là, ça pue Hollywood, quoi. Ouais, mais je pense, oui. Oui, oui, je pense que c'est quelque chose, elle a peut-être pas trop eu le choix, ou mais bref, je trouvais ce choix quand même relativement lamentable. Voilà. C'est vraiment pris en fait, à la différence de tout le reste du film, pour moi, c'est vraiment pris à c'est amené, ils sont venus avec leurs gros sabots. On retrouve finalement Phastos, du coup, chez lui, avec son mari et son fils, à Chicago, de nos jours. Cersei et Ikaris arrivent finalement, avec l'aide de son mari, à le convaincre de les accompagner pour trouver une solution pour arrêter le Céleste. Mmh, Je vais un peu vite, hein, parce que le film est long, mine de rien, oui. et on peut pas se permettre de faire 3 heures de podcast. Ah non, bah, désolé, désolé, désolé. On avance, on avance. Mais, ils prennent la décision d'aller, de rejoindre leur vaisseau, pour aller, bricoler dedans, hein, il me semble. Exactement, ils se retrouvent en Irak, ouais. Ils se retrouvent tous ensemble, en Irak, devant le vaisseau, et en fait, dans le domo, qui est le nom du vaisseau, il y a Makari qui s'est installé un petit cocon, bien confortable, avec tous les petits trésors qu'elle aime bien voler de partout. C'est une collectionneuse. Exactement. Et elle apprend non seulement le décès de Ajak, mais elle apprend aussi, qu'elle rentrera jamais sur Olympia, puisque finalement la planète n'existe pas, et ça a l'air de vraiment la détruire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Makari est dans le domo et y habite. C'est parce qu'elle attend impatiemment, de Ouais, pouvoir de pouvoir rentrer sur la partir. planète Olympia. Exactement, elle attendait l'émergence pour pouvoir rentrer chez elle, et en fait, il y a pas de chez elle, voilà. Ce qui est hyper triste, et en fait, on a l'impression à ce moment-là, parce qu'il commence à se passer un truc entre Drug et elle, et on a l'impression qu'ils se sont quand même vus. Il y a une complicité qui a l'air vraiment, toute naturelle, en fait. Donc je sais pas exactement comment elle s'est construite, mais eux, ils flirtouillent un peu, hein, quand même. Oui, Je me permettais de le souligner. mais ils sont très mimes.
Ouais, ils sont choux comme tout, ils sont rigolos, ils sont plutôt Et marrants. encore une fois, il y a pas besoin d'amener ses gros sabots avec, du flirt insistant ou des scènes de gens qui s'embrassent, qui des scènes de sexe ou quoi que ce soit pour qu'il y ait une alchimie entre 2 personnages. Et c'est ça qui est j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. Du coup, après avoir mis, 1 h 30 pour réunir toute l'équipe, c'est quand même un petit peu long, hein, si on me demande mon avis, mais bon, c'est pas très grave. Fastos souligne la possibilité de créer une espèce de super énergie via un lien entre tous les éternels pour, heu, pour zigouiller le céleste, en fait. Voilà. Cersei, elle est pas hyper chaude, parce que même si elle veut pas détruire la planète, elle se rend compte que tuer un céleste, bon, bah, non seulement c'est une tâche un peu ardue, mais en plus, bah, c'est plutôt interdit, quoi. Franchement, c'est péché. Donc, elle propose, elle, de carrément prendre tous les humains et de les foutre sur une autre planète, ce qui fait beaucoup rire Sprite, voilà. Sprite est pas très Sauror, sur ce coup. Ouais, non. On sent qu'elle est, dans la rivalité. Ouais, Sprite, en fait, j'ai l'impression qu'elle, root, pour tout ce que dit, Icarus et du coup Ouais, exactement. pour le reste, heu, enfin voilà. En fait, elle s'en fout. C'est pas il y a pas, ouais, il y a pas de comme tu dis, il y a pas trop de sororité ni quoi que ce soit parce que bon, bah, elle est totalement aveuglée par son amour, si je peux dire, d'Icarus et voilà, c'est un peu tristoun. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a de nouveau un flashback, mais cette fois, plutôt récent vu qu'il date de 6 jours avant, où en fait on comprend ce qui s'est passé, pour Ajak. Ajak a expliqué à Ikaris que, l'émergence allait se produire dans 7 jours, qu'il fallait en gros, trouver une solution, pour essayer de sauver l'humanité parce que, elle avait appris, elle aussi, un peu comme Cersei, à aimer les humains en vivant parmi eux. Donc elle va pour la première fois de sa vie désobéir aux ordres de Arishem. Et que fait l'autre connard? Et ben, il l'amène en Alaska Il la bute! et il la bute, voilà, voilà. Enfin, il la bute pas lui-même, parce qu'il sait que ça va se voir si c'est lui qui la bute. Donc en fait, il la jette en pâture à des déviants qui étaient en train d'apparaître, et elle se fait zigouiller assez rapidement, hein. Et c'est de là que l'on comprend comment, le déviant de Londres a réussi à se soigner parce qu'il a absorbé, le pouvoir d'Ajak. Exactement. Ça y est là, ça se connecte dans vos de c'est Putain, tout incroyable, s'aligne. Tout s'aligne, sapristi. incroyable. Donc le flashback prend fin, Cersei et Ikaris, se retrouvent de nouveau pour se dire des petits mots doux. Elle se rend compte que Ikaris, il est pas trop d'accord avec leur plan d'empêcher l'émergence, donc elle commence à se poser quand même, mine de rien, quelques questions. En fait, pour lui, l'émergence, c'est la nature. 100 000 ans avec un homme. Oh, C'est 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 fou. c'est c'est prévu, on doit faire ça, le céleste, il doit émerger, la planète, elle doit mourir, c'est comme ça, c'est la vie et pas autrement. Bref. Et puis bien sûr, il l'aime plus que tout, tout ça. Bon bref, voilà. Eux, pour le coup, c'est un couple de merde, voilà. Ah oui, Ou un ex-couple, enfin on sait pas trop, hein, elle sait pas trop non ouais, plus. Elle est un peu perdue. elle est un peu du père, hein. Bah, en fait, ils se sont pas vraiment séparés vu qu'il s'est contenté de disparaître. Ah, il l'a ghosté, classique. En fait, ils étaient ensemble, ils étaient très amoureux, tout ça, puis du jour au lendemain, il a disparu et puis il a plus donné de signe de vie. Donc, effectivement, elle a pris ça pour une séparation, mais ils ont jamais pris le temps de se dire: «Écoute, je te quitte». Voilà. Donc effectivement, je comprends qu'elle soit un peu perdue, la couse. La pauvre. Putain, sur, autant d'années d'existence, il a fallu qu'elle s'en coltine un comme ça, quoi. C'est ça. Bah, Donc pendant qu'elle flirtouille, elle reçoit une espèce d'alerte magique, un petit signal, un petit bip ou je sais pas trop comment ça marche tout ça, qui lui indique qu'en fait c'est bon, ça y est l'émergence, c'est parti, le céleste il est en train de sortir de sa coquille. Donc Makkari, elle prend ses plus belles baskets et elle fait le tour de la planète pour essayer de trouver où se situe le point d'émergence. tin tin tin. Tin, tin, tin. Et à ce moment-là, elle surprend Hikari, qui enfile son costume, affreux là. Et il vient pour attaquer l'équipe. Parce que lui, je vous le rappelle, si vous avez suivi, pour l'émergence. Il est de droite, pardon. Il est de droite, il est pour l'émergence, il est pour maintenir la tradition, qui est de Ah, massacrer des peuples entiers. voilà. Cersei et ses copains, ils sont Lui, contre il aurait l'émergence. grave donné raison à Thanos, hein. Ah bah oui, ah bah oui. Alors ce qui me bute, c'est qu'à ce moment-là, genre, il se la joue victime. Il dit: «Oh si vous saviez comme c'était dur pour moi de tous vous mentir!» Mais putain, mais suffisait de pas le Oh faire, là là! C'était franchement, tellement dur de la tuer. ça me J'ai eu tellement de regrets de la pousser dans le vide. Oh! donc comme d'habitude, ils se protègent un peu les uns les autres.
Donc finalement, il y a des blessés, mais il y a pas de morts. Il finit par se barrer et malheureusement, Sprite choisit de l'accompagner. Tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, il y a beau enfin si, je sais pourquoi. Il y a beaucoup de gens les questions, les réponses. Il y a beaucoup de gens qui comparaient à l'époque, qui comparaient Sprite à la Fée Clochette. Je pense que ce silence est c'est très gênant. Non, 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 mais d'ailleurs, non seulement, Kingo, il l'appelle comme ça. Écoute, moi, je pense que c'était la ressemblance et le fait que, bah, c'était un petit être, un peu efféminé, qui était, totalement, in love, d'un mec qui en avait rien à branlax. Non, non, mais en fait, je crois que la créature qui inspire Sprite, c'est une espèce de fée. En plus, le fait, tu sais, que, ce soit effectivement, le petit, enfin, tu sais, la petite fée, la petite magique un peu, qui est amoureuse du héros, mais qui aura jamais le héros, ça appuie un petit peu cette notion. Mais oui, oui, c'est complètement pas con, en fait, de la comparer à Clochette. Kingo, de son côté, choisit de partir également parce qu'il veut pas s'en prendre à ses amis. Mais en fait, il est pas à l'aise avec l'émergence et la fin du monde, mais il est pas à l'aise non plus avec le fait d'aller contre l'émergence et de faire du mal à un céleste. Kingo, il est pas de droite. Il est pas de droite, en revanche, je pense qu'il a très peur de la punition divine. Mmh. Je pense que c'est un peu parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à comprendre que Arishem, c'est Dieu pour eux Ouais. et aller directement à l'encontre de la volonté de Dieu. Arishem, c'est Dieu, les célestes, c'est des demi-dieux, quoi, et donc aller directement contre un dieu, enfin, c'est la certitude, d'avoir une vie, plutôt compliquée, par la suite, quoi. Moi, je dis qu'ils ont Donc c'est vrai que moi, j'arrive à comprendre. ils ont du courage. Bah, oui, non, mais c'est un peu lâche, bien sûr. Mais j'arrive à comprendre plus que Icaris qui dit: «Non, mais tu comprends pas, on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on ferait autrement». Voilà. Putain, c'est les vieux au travail là qui ont ça fait 30 ans qu'ils ont le même process et sont là: «Bah, on a toujours fait comme ça, hein, Exactement, je vois pas on n'a pourquoi on jamais changerait. évolué». «Ah moi j'utilise pas ça, hein, je sais pas faire, hein. Moi j'ai toujours fait comme ça». Bisous à nos vieux, du travail. Fastos en revient à son idée de créer un méga lien entre tous les éternels pour concentrer un peu leur énergie, pour pouvoir charger soit Cersei, soit Druig, afin qu'ils puissent utiliser leur pouvoir pour arrêter, endormir, tuer, Ouais, mais en fait, transformer Céleste, peu importe. ils veulent se servir, du pouvoir enfin il veut unifier en fait, les pouvoirs de tout le monde pour, et s'en servir de catalyseur en fait. Exactement, c'est ça. C'est ça, donc ils se retrouvent tous, sur le point de l'émergence. Il y a, Icaris qui est déjà arrivé avec Sprite. Il est plutôt soulagé de pas être tout seul, je pense, le cousin. Mais il s'en branle quand même de Sprite. Exactement, voilà. C'est moche. Donc là, ça a commencé à se bastonner un peu parce qu'il y a Téna qui accueille Icaris qui vient à leur rencontre et qui permet aux autres de gagner un petit peu de temps parce que, bah, tant qu'elle lui fout sur la gueule, les autres, ils ont le temps d'aller, manigancer leurs petits trucs de leur côté. Ouais, et Téna, elle en a gros sur la patate, hein. Ouais, ouais, bah, oui, parce qu'elle est pas très contente quand même. Pas très, très contente. Elle a quand même perdu son pote, elle a le seum, quoi. Donc elle a besoin de se battre. Makari de son côté, elle prend Druig sous un bras, Cersei sous l'autre et puis elle va à toute berzingue sur le point d'émergence pour qu'ils puissent activer leur petit bracelet tous ensemble pour l'arrêter, et bon, Et elle revient aller péter la gueule à ça, c'est incroyable. ouais, exactement. Après elle va lui foutre sur la gueule. Alors, en fait, l'émergence, c'est genre une espèce de créature, mythologique immense qui sort de la terre et elle est au début, personnifiée par un volcan et quand l'émergence se produit, le volcan est sur le point d'exploser et quand ils commencent à, activer leur, pouvoir, leur énergie, centrale là, le volcan se calme. Donc on se dit: «Bah, c'est bon, ça fonctionne, c'est nickel, continuez comme ça». À ce moment-là, Icaris, il attrape, Druig par le callback et il le flingue. Il lui éclate la gueule par terre. Makari, elle pense qu'il est mort et là, son cœur se brise en 1000 morceaux et on a mal pour elle. Ah et là, Macquarie, elle voit rouge. Ah là, elle lui défonce la gueule à Icaris. Elle lui défonce. Oh là là, oh cette scène est un plaisir, Et elle le déglingue. Oh là là, mais quelle femme! ah mais c'est incroyable. C'est je crois et ça par contre le internet est unanime là-dessus, c'est la meilleure utilisation du pouvoir de vitesse dans un film De ouf. C'est et la dommage, c'est scène que est vraiment, filmée c'est incroyable. c'est pas très beau. Ça a pas très bien vieilli. Mais Ouais, l'effet mais il faudrait quand l'effet même est incroyable. regarder la scène pendant 3 heures.
Ouais, Moi, les 3 heures de d'Icaris qui se fait latter la gueule, mais sèchement en plus. de ouf. Malheureusement pour elle, il est quand même plus fort, donc elle a quand même besoin que Téna et Phastos viennent l'aider un petit peu et les 3 vont encore se protéger mutuellement. Il y a quelque chose vraiment de beau dans leur façon de se battre où systématiquement, ils se protègent les uns les autres. Il y a le déviant humanoïde qu'a aspiré Gilgamesh qui débarque. Franchement, il a choisi son moment. Il casse les couilles. Il casse les couilles de ouf, ouais, et il s'en prend à Makari parce qu'il veut absorber aussi son pouvoir à elle, sauf que Téna, elle a dit: «Niet, genre tu as bouffé mon mec, je vais te déglinguer la gueule aussi toi». Ah ouais, mais elles sont fâchées, hein. Oh, elles sont fâchées. Ah oui, là, elle est là, ça se vénère. Phastos aussi, c'est incroyable, je trouve, il attrape Ikaris, il le retient prisonnier, c'est assez phénoménal. Ah mais ils sont tous fâchés et c'est là que et c'est ça aussi que je trouve génial dans ce film, c'est que enfin, jusqu'à maintenant, ils ont tous été tous hyper conciliants, hyper consciencieux dans le rôle, que Ajax leur avait assigné. Ils ont toujours fait, ce que maman Ajax je vais l'appeler comme ça, hein. Ce que maman Ajax disait, enfin, leur disait de faire et tout, ils ont toujours obéi, ils ont toujours été, vraiment, tu vois, elle leur a dit: «Non, non, non, vous avez pas le droit d'intervenir dans la vie des humains». Ils ont toujours obéi et là, ça y est, ils se disent: «Ben, tu as buté Jacques, tu as buté notre maman, on va te latter la gueule. De ouf. Maintenant, on a un libre arbitre et on va si on a envie de te latter la gueule sur la plage, on va littéralement te latter la gueule sur la plage et tu vas rien faire». Et C'est ils exploitent tout leur pouvoir, ils laissent exploser, c'est un peu pour moi c'est un peu aussi une façon de faire leur deuil. ouais, c'est possible. Ouais, ils s'émancipent un peu de l'autorité, d'Ajax, parce que jusqu'à maintenant, voilà, ils avaient toujours, et d'Arishem, oui, par extension, mais parce que jusqu'à maintenant, ils avaient toujours tout suivi, ses ordres et tout ça et maintenant, ça y est, ils réalisent, ça y est, ça percute là-haut, elle est morte. Les ordres qui sont donnés, bah, il y en a enfin, normalement, la leader, désignée qui est censée reprendre les ordres, elle leur elle leur en donne pas vraiment parce que c'est Cersei techniquement, hein, qui est censée reprendre le lead des Éternels et de leur dire quoi faire pour l'émergence. Elle le fait pas vraiment parce que bon, elle est pas trop pour l'émergence. Ils ont pas d'ordre, à avoir et du coup, ouais, il y a vraiment une prise de liberté de leurs décisions. Ils Ouais, je sont suis d'accord. et du coup, ils laissent libre à leur ils laissent libre cours à leurs émotions qui jusqu'à maintenant étaient dirigées, enfin étaient régies uniquement par, bah, leur taf, en Ouais, fait. devoir quoi, ouais. Mmh. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien quand tu es d'accord. On assiste à une scène assez parlante aussi au sujet de Sprite. En fait, Cersei, elle va vers le volcan pour essayer, bah, finalement de gérer toute seule le Céleste, hein, vu que Druig, est, officiellement mort et en fait, Sprite, elle, simule, une illusion, celle de Ajak, qui distrait Cersei et en fait, pendant ce temps, elle l'attaque par derrière et elle la blesse, Ah, elle la plante! assez violemment. Elle Ouais. la plante! Elle lui fait une petite Loki, hein. Exactement et en fait, elle lui explique qu'elle a toujours été jalouse d'elle, qu'à cause d'elle et à cause des humains, elle a elle a commencé à avoir des envies qu'elle avait pas avant de venir sur terre. Notamment, elle veut grandir, elle veut tomber amoureuse, elle veut fonder une famille, mais en fait, elle n'a pas la possibilité de le faire vu qu'elle a été créée comme étant enfant et qu'elle grandira jamais et donc elle dit à Cersei: «En fait, je vous déteste tous à cause de ça». Parce que vous nourrissez chez moi des besoins, des envies que je pourrais jamais assouvir, alors que vous pouvez y aller à loisir, en fait. Et à ce moment-là, Druig, qui en fait n'était pas mort, Tant mieux. l'assomme, mais il confirme à Cersei qu'il va pas y arriver, en fait. Il va pas pouvoir gérer, lui-même le Céleste, il va falloir qu'elle se démerde. Bah, oui. Pendant ce temps, j'épargne un peu les détails, mais en gros, Téna, elle se fout sur la gueule avec le déviant, elle se bat très bien. Il utilise la voix de Gilgamesh contre elle, mais en fait, elle se rend pas compte que ça lui donne plus de la force qu'autre chose, vu que c'est justement la voix de Gilgamesh qui lui permet de pas perdre les pédales. Et donc elle finit par réussir à se libérer au moment où il essaye de lui avaler son essence, et elle le dézingue, elle le découpe en rondelles. Ah elle défonce la gueule. Oh j'ai vraiment c'est vraiment toute cette scène finale, moi pour moi c'est du caviar. Ouais, c'est une belle apothéose, ouais. Mmh. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai, j'aime bien. Et puis j'aime bien les filles qui se bagarrent, moi je trouve ça incroyable. Ouais, c'est vrai. Elles se bagarrent bien. Ouais, c'est ça, c'est pas forcé, c'est pas pour faire du fanservice, c'est pas pour dire: «Ah regardez les féministes, vous avez vu, on a pensé à vous». Non, non, c'est plutôt, c'est fait Et intelligemment.
en plus, bon, bah, depuis le début, on sait qu'elles savent se bagarrer, enfin, Ouais, surtout Tina et vraiment, du coup, c'est pas malvenu, tu vois? C'est pas forcé, c'est vraiment de toute façon, elles savent se bagarrer donc et c'est juste que là, par contre, elles laissent, libre cours à leur violence parce qu'elles ont droit aussi d'être, violentes, tu vois? C'est c'est et ça. c'est incroyable, incroyable. Et donc Mmh. là, on voit que, le Céleste, je sais plus, c'est Talmouth ou Tiamout, je sais plus. Ouais, le poivre de Timut là. Ah, il commence à sortir de son trou, donc on voit son gros crâne chauve et des bouts de doigts. C'est très bien fait, je trouve, c'est très beau, il y a une dimension presque religieuse dans les images. Oui. J'aime bien, en fait. Il y a une vibe un peu évangélion, on va pas se mentir, que je trouve un peu cool. J'ai j'y connais rien donc oui, OK, bah, tu me fais confiance sur parole alors. voilà. Et bref, donc coup, Cersei, elle fait un peu son truc, pendant que Ikaris, il se libère du piège de Phastos. Alors son truc, en gros, c'est, bah, le transformer en quelque chose de pas vivant, quoi. Voilà. Bah, en fait, elle utilise son pouvoir, qui est un pouvoir de transmutation et donc oui, elle change, sa, matière, Sa sa consistance, composition. sa composition, voilà, merci. Putain, il est venu de loin celui-là. Je cherchais le mot, il arrivait tout doucement, tranquille Émile, hein. J'arrive, tu vas y arriver, hein, voilà. Donc oui, elle change sa composition et bref, du coup, je disais, Ikaris se libère du piège de Phastos et débarque Difficilement, hein, sur difficile en le allié, hein. ah oui, sur le Céleste, face à face, à Cersei et en fait, il arrive pas à la tuer parce qu'il l'aime beaucoup trop. C'est à ce moment-là que l'esprit unique arrive à se créer, et en fait, du coup, tous ceux qui ont de l'énergie, bah, céleste s'unissent pour nourrir le pouvoir de Cersei qui permet d'arrêter le Céleste. Voilà. Donc j'ai pas tout compris, mais globalement leur truc fonctionne. Qu'est-ce que tu as pas compris? Vas-y, dis-moi. Je sais pas, moi je comprends pas les trucs de mettre en commun, les Bah, énergies pour faire une en méga énergie et qu'en fait oui, on a mais l'énergie céleste et tout ça. Bon, écoute. c'est en fait, ils se servent, ils font la même chose qu'a fait le déviant. C'est-à-dire qu'ils se servent de l'énergie, du pouvoir des autres pour créer un super prédateur, si tu veux. Ouais, mais le déviant, ça Super tue les autres. Là, ils Oui, se mais non, tuent pas entre eux. mais non, ça ils tuent pas en fait, ils absorbent pour, servir de catalyseur. C'est-à-dire que, le fait de d'unir tout leur pouvoir, en fait, tu vois, chacun utilise l'énergie cosmique à sa façon. Téna, elle génère des armes, Ikaris, lui, il a des lasers, des yeux là. Phastos, lui, il utilise son énergie cosmique pour créer des trucs et tout ça et en fait, tout ça, leur énergie cosmique est réunie en une grosse, grosse boule si tu veux et est transmise à Cersei et du coup, elle, son énergie cosmique, elle s'en sert pour transmuter, la matière et changer la structure des molécules et tout ça et en fait, du coup, elle utilise leur, stock d'énergie cosmique pour, démultiplier son pouvoir. C'est-à-dire que s'ils OK. avaient fait la même chose, par exemple pour, en transférant ça à Druig, bah, voilà, Druig, il aurait pu, prendre le contrôle de l'esprit, du céleste. Mais Donc, pas assez il a fort. tout seul, il peut pas, mais, mais de toute façon, même avec, l'esprit, voilà, il est bon, je sais pas s'il était, il aurait pu être et d'ailleurs, il faut noter, que, à la base, ils ont des espèces de petits bracelets, construits par, fabriqués par Phastos, et tous les porteurs de ce bracelet, sont liés en fait, enfin, Ah oui. ça leur permet de faire un lien. Sauf que, à la fin, si tu remarques, bien sûr, Ikaris et Sprite, ne portent pas ce bracelet parce qu'ils étaient pas pour et ils sont quand même, pris dans la boucle parce que de toute façon, ils sont liés ensemble, il y a voilà, c'était OK. une explication. Bah, merci pour l'explication parce que j'avais rien compris. Et là, on arrive au moment plutôt sympa parce qu'il y a Ikaris qui chiale sa race, voilà. Incroyable. Et Cersei, elle nous fait un peu ça à Jacques, parce qu'elle le rassure et puis elle lui pardonne. Voilà. Ouais, Bon ouais. alors, c'est pas très grave parce qu'il va se cracher dans le soleil après. Ah ouais, bah, il va faire son Ikaris. Voilà, exactement, il va faire son chialeur là, il va faire son Icare et va très bien. Donc je me suis mis Macari retrouve son mec, Sprite Incroyable. revient la queue entre les jambes en chialant, mais comme Cersei a encore un peu d'énergie, en elle, elle va pouvoir la transformer en humaine.
afin qu'elle puisse mener une vie comme elle en rêvait. Voilà. Cersei est bien gentille, si vous voulez mon avis. Parce qu'il y a pas 10 minutes avant, l'autre, elle l'a planté quand même, hein. Ouais, elle lui a planté un sacré, Donc on arrive à la fin, hein, ça se enfin le film se conclut sur une petite scène un peu, enfin sur des petites scénettes un petit peu joyeuses entre eux quelques semaines plus tard, où ils sont de retour aux États-Unis, je crois. Je sais plus oui. où, Oui, bah, exactement. ils sont dans la maison, de d'Ajak, hein, si je dis Ah pas oui, de c'est ça, c'est voilà, donc Sarkozy, je au crois. Dakota, ouais, OK. Et bah, du coup, alors Téna, Makkari, Druig, Sprite, Cersei, Kingo font la connaissance du fils de Phastos. Donc il y a des petites scènes un peu mignonnes avec le fils, notamment avec Téna et cetera. Enfin, je trouve que c'est assez touchant. Et puis, finalement, chacun va se séparer. Je crois qu'il y a Druig, Makkari et Téna qui vont repartir au domo parce qu'ils Mmh. veulent trouver les autres éternels Ils dans vont la enfuir galaxie Herzog. pour leur Ouais, expliquer ouais, ce qui ouais. se passe. Et Sprite de son côté donc commence une vie d'humaine, donc elle doit se taper l'école et tout ce qui va avec. Ah bah, oui, hein, à son âge. Exactement. Cersei part de son côté et Kingo part du sien. Je sais pas, non, elle va à l'université, Sprite, parce qu'il me semble qu'elle est plus ou moins avec, Kingo, mais Ah oui, c'est ça. oui. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et voilà, et Cersei, elle retrouve son petit Jon Snow. Ils se font des bisous dans la nature et puis tout d'un coup Je peux dire un truc avant que tu dises vas-y, là? vas-y, 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 vas-y. Parce que parce qu'en fait, de par l'annonce, récente de la non-suite de ce film, une fois que la scène, où Makkari et Druig et Téna, partent dans le Duomo et du coup on passe après merde, à Sprite, qui se prépare pour aller à l'université, tout ça, j'ai arrêté le film, j'ai coupé le film. Ah merde. Non, bah, parce qu'en fait, après le reste, si tu veux, le reste a un sens si tu un 2, Ah bah oui, le reste, mais ça ouvre, clairement sur une suite effectivement. ouais, voilà, mais comme, je sais qu'il y en a pas, bah, je me suis dit: «Bah, je vais pas m'infliger ça parce que voilà». Mais même la scène post-générique, enfin tout m'a cassé Ouais, la bah, tête. les 2, ouais. Mais Cersei et ses petits camarades, en fait, se retrouvent, embarqués par Arishem, où Non? il leur dit, je crois qu'il y a tous, hein, parce que je crois qu'il y a les autres aussi. Et je crois qu'il leur dit, oh, je sais plus. Non, tu as raison, c'est peut-être que Non, non, Cersei. non, non, il y a que elle puisque c'est elle la porte-parole et en gros, il lui dit: «Beh, toi, c'est je vais te goumer, en fait». Ah oui, en fait, il lui dit: «Toi, je vais prendre tes souvenirs, je vais regarder dans tes souvenirs si jamais vraiment les humains méritent de vivre, et puis je vais revenir pour les juger». Et en attendant, je te tiens en otage. Exactement, mais ce que je trouve lamentable, c'est que tu as la possibilité comme ça d'aller récupérer une personne sur la planète et de l'écraser entre tes mains. Pourquoi tu pas allé le faire avant? Quand ils étaient en train de bousiller ton pote le Céleste? Bah, Voilà, ouais. je trouve ça un peu bizarre. Et après, il y a des scènes post-génériques, mais j'avoue, moi, je m'y suis pas attardée parce qu'effectivement, Alors il y a 2 scènes post-génériques. Alors je vais te le faire de mémoire parce que du coup, comme j'ai coupé, je les ai pas regardées non plus. mais moi je le sais, je les connais. Il y a une scène, qui annonce l'arrivée, en fait, c'est une scène dans le domo où il y a le personnage, joué par, Harry Styles et un autre personnage, Le enfin frère bref. de Thanos, ouais. Harry Styles, allez, ne me jugez pas s'il vous plaît. Il joue un éternel, un autre éternel et donc il les rejoint et donc ça marque en fait le début de leur quête, pour, retrouver tous les éternels et leur expliquer, ce qui bah, le job qu'ils font, bah, voilà, les conséquences. Mais je crois qu'il y a un problème, enfin ils sont plus ou moins emmerdés, bref. Ça et la deuxième scène, là aussi je suis un peu énervée parce que moi j'attendais beaucoup. La deuxième scène, c'est on voit le personnage de Kit Harington, donc Jon Snow là, qui était en couple avec, Cersei et en fait, on s'aperçoit que ce petit jeune homme n'est pas tout à fait innocent, en tout cas pas tout à fait étranger aux créatures, surnaturelles puisque, on lui montre une épée et en fait, il s'avère que, Jon Snow était censé être le personnage du Chevalier Noir. J'y connais rien dans les comics, donc je ne sais pas exactement son rôle, voilà, je vais m'arrêter là, donc voilà pour les 2 scènes, post-génériques, faites OK, avec ma bah, petite écoute, mémoire donc voilà pour le film. Bon, on va repasser un petit peu peut-être sur les personnages. Je l'ai pas souligné, pendant l'introduction, mais je trouve que c'est important quand même de le dire, c'est que la réalisatrice et la scénariste s'appelle Chloé Zhao et en fait, bah, c'est une jeune femme chinoise
Alors je crois qu'elle a grandi dans des camps sioux, mais je suis pas sûre, je me suis pas trop penchée sur son histoire. Mais en tout cas, elle est assez habituée des films sociaux, tu sais, avec des profils un peu, bah, de personnes minoritaires, de marginaux et cetera, et je pense que ça a vachement influé dans le choix de ces personnages et dans la finesse de leur écriture. Je voulais juste le souligner pour repasser un peu brièvement, du coup, sur les persos féminins du film, parce qu'on s'est un peu attardé sur tout. En fait, ce que je trouve assez intéressant, par exemple, chez Cersei, c'est que même si c'est un personnage qui a l'air un peu trop parfait, moi j'avoue que des fois elle me gonflait un peu. Mine de rien, en fait, elle a une voix dont elle va pas sortir. Le fait de pas tuer, le fait d'absolument protéger les gens et cetera, et elle a complètement pris la relève de Ajak que je trouve moi, vraiment, en fait le personnage est cool mais enfin elle a qu'un seul trait de caractéristique, c'est prendre soin des autres, quoi. Donc c'est un peu pénible. Cersei, elle a récupéré cette force de Ajak, mais tout en étant finalement, quasiment totalement humaine. Ce que je trouve plutôt cool, mine de rien. Puis elle devient petit à petit le leader de l'équipe, même si elle faisait un petit peu elle freinait un peu des cas de fer parce qu'elle se sent pas. Ouais, ce sent tu sens que tu un petit, Ouais, je savais pas que c'était possible, mais a elle priori se sent pas oui, très elles légitime. Ouais, ont le syndrome de l'imposteur, bon. exactement, ouais, et finalement elle fait le taf naturellement. Ouais, elle fait le taf complètement naturellement. En fait, Théna aussi, ce que je trouve cool, en fait, moi le personnage de Théna, je trouve cool parce que bon, déjà j'aime beaucoup Angelina Jolie, tout ce qu'elle D'accord, représente, puis elle est magnifique, je trouve que c'est une une femme, femme sublime. incroyable. Alors déjà et Est-ce franchement qu'on peut dire un truc? Excusez-moi, pardon. ouais. Angelina Jolie est une femme incroyable, Brad Pitt, c'est une grosse merde. Voilà, faut le dire. Tout à Voilà. fait, tout à fait, et Angelina Jolie, mine de rien, c'est quand même une femme qui a 46 piges, et je trouve ça trop cool, non seulement, de faire tourner des femmes de 46 piges, même si on va pas se mentir, elle ressemble pas à Madame Tout-le-Monde qui a 46 piges. Je trouve quand même ça cool de la mettre en lumière, surtout pour un rôle comme ça, de guerrière quoi, où c'est archi J'ai cool. trouvé ça ouais, j'ai trouvé ça archi cool, parce que contrairement à alors je sais pas quel âge a Salma Hayek. Elle 55 ans. Wouah. Non mais je trouve ça bien en fait. Alors et elles c'est et et pas en des fait, femmes qui par contre, tu ressemblent. vois, Salma Hayek, elle est restée cantonnée à un rôle un peu plus sage, on va dire, un peu plus, Ouais, exactement, et Tina, alors moi, le truc que je trouve assez brillant, c'est de lui avoir filé un syndrome, post-traumatique. Parce qu'en fait, ça colle avec le rôle du guerrier, avec le rôle du soldat, oui. et puis quelque part, c'est aussi une façon de montrer que, ben, il y a pas que les esprits faibles qui souffrent de syndrome post-traumatique, vu qu'elle est tout sauf faible, en fait. Ah bah, oui, de toute façon, c'est même presque, une des de toute façon, quand si on se pose, on va dire, sur la force pure, honnêtement, c'est Gilgamesh, Téna, heu, Ikaris, en force pure, c'est Téna et Gilgamesh qui tiennent le haut de la le haut du panier, Exactement, ouais. enfin bref, et du coup, bon, hem ils ont, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils ça colle bien entre eux. Mais, oui, du coup, voilà, c'est quand même la une des plus puissantes. Vraiment, les personnages sont tellement bien travaillés. Intime Ouais, de je pas suis avoir fait d'accord, un deuxième épisode. je suis Mais en d'accord, même et temps, tu je vois, me par dis exemple, c'est ce que je disais, pardon, je t'ai coupé, du coup, vas-y. ouais, mais non, mais c'est pas de problème. Vas-y, coupe-moi. Et donc ouais, c'est ce que je disais, par exemple, tu vois, pour le personnage de Macquarie, le fait de prendre une femme, alors déjà une femme noire, c'est déjà une belle avancée, mais en plus une femme noire avec un handicap, et en faire quand même une presque déesse, en fait, je trouve ça normal, mais tellement peu habituel que je trouve que c'est un symbole hyper fort. Parce qu'en fait, on est en train de nous dire que avoir un handicap, c'est pas incompatible avec une perfection, avec le fait d'être un être parfait, et je trouve que c'est un très beau, enfin, c'est un très beau message, en fait. Parce que les éternels, ils ont été créés par des divinités, donc ils sont eux-mêmes quasiment parfaits, quasiment des dieux, et en fait, ces dieux n'ont pas vu de problème dans le fait d'avoir un éternel avec un handicap, et je trouve que c'est un symbole hyper fort. C'est, ouais, bah, oui, parce qu'ils sont voilà, ils l'ont créé comme ça et puis bon, bah, enfin voilà. Exactement, et même je trouve ça dommage qu'on la développe pas plus, parce que c'est vraiment un personnage, à mon avis, qui méritait d'exister un peu plus, et pa un peu pareil, je trouve, pour Sprite, où finalement on la voit pas trop à l'écran, alors que je pense que c'est peut-être celle qui a un peu la vie la plus torturée, et en plus elle fait miroir, je trouve, avec les défauts systémiques finalement des humains,
avec le patriarcat presque, hein. Puisque, finalement, ben, elle grandit en apprenant qu'être une jeune femme, ça veut dire, se destiner à appartenir à des hommes, à être amoureuse, à les faire tomber amoureux et cetera et le fait de pas pouvoir le faire, ça la rend malheureuse et je trouve que c'est bien de le mettre en avant. Belle, ouais, belle critique. Mais vraiment, oh là là, mais il y a tellement d'aspects qui sont incroyables dans ce film, c'est et je pense que c'est ça qui a joué en fait en la défaveur du film par son accueil parce que c'était pas juste, du gros bourrinage, des blagues douteuses, c'est et des personnages, travaillés à peine en surface, c'était mon aparté. Je suis un Ouais, peu c'est clair sévère et puis là, avec non mais tu Marvel, raison. mais là, Non mais c'est mérité. Là, ce qui est appréciable, je trouve, c'est que, en dehors du film en lui-même qui est plutôt top, vraiment le fait de choisir un casting aussi diversifié et et où tu es pas juste là pour agiter des cartes, tu sais, pour agiter des totems. Où vraiment non, c'est fait en fait, c'est naturellement. naturel. Exactement, c'est inclus naturellement. Non seulement on a une équipe qui est très féminine, elle est très paritaire cette équipe finalement. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je trouve, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais genre Icaris, c'est le tu sais le fameux, homme blanc, diacis hétéro là, c'est le seul type blanc qui refuse finalement le changement, comme comme à notre époque, en fait. Mmh Où mh. tu sais, ce sont les hommes, blancs, diacis, machin, qui sont au-dessus finalement de la pyramide. Je l'ai dit aussi, donc je vais éviter de trop me répéter parce qu'après ça va être trop lourd à écouter, mais en fait, je suis hyper impressionnée par le regard non validiste que la réalisatrice, en fait, elle a porté sur le handicap. Où non seulement, en fait, bah, tu as une jeune femme qui est noire, mais qui est handicapée en plus et que c'est quand même une déesse, ce qui est plutôt rare et il y a aussi la façon dont la langue des signes, elle est présente dans le film, de façon totalement naturelle. C'est pas mis en avant particulièrement, ça casse pas le rythme du film, comme quoi c'est faisable très facilement, en fait. Mais oui, c'est ça qui me prend la tête, c'est qu'il y a pas de ils ont pas essayé de créer un lore en disant: «Ah bah voilà, ils ont dû apprendre un» non, c'est Ouais, bon, en fait, c'est de la même façon que tu les vois parler d'autres langues, parce qu'ils parlent, ils enfin voilà, quand ils sont en Mésopotamie, forcément, ils vont pas parler anglais, et tout un tas de trucs et en fait, de cette même façon, bah voilà, ça doit être ils un bonheur, enfin, moi je trouve ça doit être après un encore une bonheur. fois, j'ai un point de vue de valide, mais je trouve ça incroyable que, parce qu'on est d'accord que les personnages, présentant un handicap, on n'en connaît pas des masses, et enfin, en tout cas au cinéma et du coup, je trouve que enfin, je me dis: «Waouh!» tu toi, tu vas voir un film comme ça, tu te dis: «Ah, je vais voir un film de super-héros» et littéralement, il y a une demi-dieu, on peut dire ça comme ça, C'est ça, hein? elle présente le même handicap que toi, mais c'est incroyable Ouais, c'est et ouf. c'est hyper naturel, c'est hyper intégré, il y a personne qui la pointe du doigt, il y a personne qui est là en mode: «Oh c'est chiant, je comprends pas ce que tu dis, enfin» non, c'est voilà, en plein milieu de la bataille, vas-y je te fais deux trois signes, pour te dire ça et tout et puis hop salut, ça passe. C'est C'est clair. incroyable, c'est moi je voilà. Non, mais c'est clair, je trouve que c'est très bien travaillé. On a aussi, bon, une grande, diversité ethnique, ça se voit assez rapidement avec, il y a quand même 2 personnages noirs, il y a un homme indien, l'héroïne du film d'ailleurs, je pense que c'est un peu une espèce de projection de la réalisatrice, mais, l'actrice qui joue Cersei, c'est une femme chinoise. On a aussi Salma Hayek qui est une femme mexicaine et cetera, donc mine de rien, c'est quand même aussi des profils qu'on voit, peu ou en tout cas, de façon un peu, ponctuelle dans les grands films hollywoodiens. Et puis bon, on a aussi Phastos qui est un homme gay. Alors il y a pas énormément de diversité sexuelle, mais quand même c'est à souligner, je trouve. Et c'est pas le l'homme gay apporté, par Marvel, comme ils ont pu faire, j'ai un agenda contre Marvel sur la diversité Non et mais ça ça c'est un me scandale, quand ils nous ont dit: «Ah oui, dans Avengers, il y aura le premier homme gay» ou je sais pas quoi, que le gars il apparaît 4 secondes en disant: «Oh mon Dieu, mon mari me manque». Mais pardon? mmh, Quoi? ta gueule en fait. C'est une blague? Après il y a quelques choix qui sont un peu critiquables, mais moi de toute façon j'aime toujours me plaindre. Mais je trouve en fait le personnage de Ajak, je le trouve un peu limite, parce que, en fait le fait d'avoir choisi d'en faire une femme, parce que dans le comic c'est un homme, pour lui donner uniquement, le rôle de la bonne mère, Oh bonne mère. voilà, je trouve que c'est un peu pénible. Voilà, je tenais à le souligner et puis bon, j'en ai déjà parlé, politiquement, il y a 2 choses avec lesquelles j'ai un peu de mal.
bon, le fait de faire de Phastos, le responsable du bombardement atomique de Hiroshima en 45, je trouve que c'est carrément douteux, sachant que Phastos, c'était quand même un homme, noir, gay. Je trouve que le message est complètement délétère et en fait, il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé pendant tout le film, qui est assez lourd, moi je trouve. C'est qu'ils ont tendance à faire de l'anthropomorphisme carrément pénible. Ils passent leur temps à dire que, mon Dieu, les humains sont vraiment exceptionnels, ce sont des êtres d'amour qui font des fois des bêtises et pareil, je trouve que c'est un discours peu naïf, pour pas dire abominable, quand en plus dans le même film, ils ont été capables, mine de rien, de mettre en avant des génocides, des guerres, une bombe atomique et cetera. Voilà, donc ça c'est un peu les discours politiques dans le film dans lesquels je me retrouve pas du tout. Mais, tu le disais un peu en avant, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que ça reste un Marvel et un Disney et donc ils ont probablement mis un peu leurs pattes là-dessus, quoi. Ouais, je pense aussi. C'est vraiment pas, après j'ai regardé un peu la filmo, de cette réalisatrice. Je n'ai malheureusement pas vu, d'autres films de sa part, donc je sais pas quel point de vue elle adopte, quelle approche elle a dans ses autres films. Donc je ne sais pas, mais pour moi, enfin, toutes les scènes qui me font un peu tiquer comme ça, elles sont très américano-centrées et du coup, c'est ça qui me fait penser que en fait, tu sens tout de suite que ça dénote par rapport à la vision, du reste du film et c'est ça qui me fait penser que que c'est influencé par Marvel. Ouais, je pense aussi. Voilà ce que j'en dis. Bah, écoute, moi, j'ai un peu aussi, dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je sais pas si tu as d'autres choses à souligner? Écoute, non, en termes enfin, en tout cas, pas ce qui concerne le sujet du podcast, mais sinon je crois que je pourrais parler de ce film pendant 3 heures et demie. Donc c'est pas le but. Mais voilà, mais vraiment j'aime ce film, c'est et tu vois, je suis contente parce que, pour une fois, j'ai soumis un film que j'aime beaucoup et tu n'en as pas dit du mal. Comme quoi, tu vois? From leading ladies to supporting stars, we analyze it all